J'avais quand même une espèce d'image en tête de un jour je vais ouvrir une porte, quand elle va se refermer derrière moi, il n'y aura plus de retour en arrière possible. D'avoir une personnalité très singulière ou d'être différent des autres, c'est compliqué à accepter. J'avais comme cette espèce de sensation que ça pouvait changer ma vie. On doit construire maintenant avec intention, où avant on mettait pas d'intention. Tu vois, on a eu plusieurs moments où il faut s'accrocher quoi. Mais bizarrement, j'aime pas moins les périodes où il faut s'accrocher. Et bah c'est parti, salut à toutes et à tous, et bienvenue dans Maker. Je vais prendre une minute, et après je reviens à toi, pour vous remercier déjà de mettre les commentaires, les likes, continuer, c'est ce qui nous aide le plus à avoir des super invités, et puis surtout à progresser. Voilà, la chaîne est encore toute jeune, on a encore plein de trucs à apprendre, donc continuez, puis pour ceux qui nous écoutent, même chose, avis, commentaires, une petite note 5 sur 5 si possible, ça fait plaisir. Et puis je vous dis à très vite. Hello Marjolaine. Salut Gabriel. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va, ouais. Comme je te disais, je sors de chez mon ostéo, donc je suis un peu détente, mais c'est bien. C'est parfait. Toujours, Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Ouais. Je m'appelle Marjolaine Grondin, je suis la cofondatrice et plus la CEO maintenant. J'ai dit ça pendant 10 ans, donc ça reste. Ouais. J'ai l'impression de changer de prénom. Cofondatrice de Jam, qui est un média pour les 15-25 qu'on vient de céder à June Marketing. Jam June, c'est pas mal. Qui est un institut de sondage qui est dirigé par 2 sœurs. Donc moi, j'aime bien aussi côté hyper familial. Et puis à côté de ça, je fais plein de choses. Mais c'est moins succinct, donc on pourra en discuter. Mais plein de réflexions, plein d'envies différentes. Ouais, Jam, aujourd'hui, c'est 80 000 abonnés sur Facebook, 350 millions de messages échangés sur Messenger, 600 000 utilisateurs, 15-25 ans, 3 millions levés, et puis une vingtaine d'employés. Ouais, qui ont maintenant rejoint du coup June Marketing. June Marketing. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on discute de la création de ce média, parce que ça fait, je crois que tu as monté ça il y a déjà 8 ans en sortant d'études. Ça fait 10 ans. 10 ans. Ouais. Ça nous rajeunit Non. pas. Hein. Et non, mais c'est cool. 10 ans avant la revente, tu vois, Ouais. on a parlé de résilience, Ouais. des hauts, des bas. C'est quoi d'être une entrepreneuse dans le monde de la deep tech, où il y a plutôt des mecs? C'est quoi les bons côtés, c'est quoi les moins bons côtés? Quelques anecdotes de voyage, dont ton tour avec Édouard Philippe en Chine, et puis enfin sur ton nouveau projet, on va pas le dévoiler tout de suite, qui est un peu plus loin de la Startup Nation, il me semble. Ouais, clairement, et c'était très intentionnel. Écoute, on va commencer tout de suite sur... est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? Où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi, alors, très jeune en région parisienne et après 10 ans à l'île de la Réunion. Donc, bien au sud, rien à voir. Mon père est réunionnais, donc on a bougé là-bas en famille. Et j'ai fait mon collège, lycée. Et après la terminale, bac en poche, je suis arrivée à Paris, où j'ai commencé mes études. Et voilà, donc j'ai grandi au soleil en faisant du surf. Et je suis arrivée à Paris et j'étais trop contente. T'étais contente de quitter le surf et le soleil? Ouais, bah, j'étais pas contente de quitter ça, mais j'étais contente de trouver autre chose qui me faisait du bien, en fait. T'as 18 ans, même pas, j'avais 17 ans et demi. J'étais en coloc avec mes meilleurs potes de La Réunion. Je rencontrais plein de monde. Paris, tu fais tout à pied. Tu bois des cafés en terrasse. C'était cool pour moi. Pourquoi monter sur Paris? Parce que je voulais faire Sciences Po et que, voilà, Sciences Po à Paris, quoi. C'était cool. Donc, reçu à Sciences Po? Ouais. Prépa? Non, direct Sciences Po. Direct Sciences Po. Ok. Il n'y a pas une prépa Tu peux, maintenant je crois qu'ils l'ont enlevé, mais tu pouvais faire 1 ou 2 ans de prépa et après rentrer en équivalence à Sciences Po, ou tu pouvais rentrer, si tu avais un bon bac, être pris sur dossier et rentrer directement. Ah, donc tu avais un beau dossier. J'avais un beau dossier, ouais. J'ai bien travaillé mon dossier. Je crois que première terminale, je me suis un peu mis le truc en me disant, mais j'aime ce que je fais, j'aime bien les sciences sociales, je sais pas si on peut vraiment appeler ça au lycée, enfin SES, etc. Enfin les trucs que tu fais. J'aimais bien la philo, l'histoire et tout, et j'avais été toujours une élève plutôt bonne, mais je m'amusais aussi à côté, je faisais plein de trucs. Et là, en fait, les matières me plaisaient tellement, et je sentais que si je me donnais vraiment, je pouvais, je sais pas, j'avais comme cette espèce de sensation que ça pouvait changer ma vie. Un peu ce truc de si je me donne, si je rentre à Sciences Po, tu vois, mes parents, ils sont profs, mes grands-parents étaient profs et contrôleurs RATP, mon oncle est prof, ma tante est prof, donc j'imaginais toujours être prof, et en fait, ce qui est très cool, mais j'ai senti que si je suivais un peu tout ce qui m'avait transmis et que je le faisais avec beaucoup de sérieux, je pouvais arriver
comme une étape au-dessus, ensuite, quoi. Enfin, il y avait ce côté, si je me donne vraiment, je vais peut-être cranter un truc. Et je pense que cette sensation, elle m'est restée très longtemps. Et en fait, c'est assez épuisant. Et ça a été cool pendant quelques... De quoi? De vouloir faire mieux, de vouloir faire Ouais, de plus? toujours se dire, je suis à 2 doigts du point de bascule, quoi. OK, là, si j'arrive à atteindre ce truc, il n'y a plus de retour en arrière. Il y a eu des moments, on en reparlera sûrement, mais que ce soit les premières levées de fonds, que ce soit un palier d'utilisateurs, etc., où tu te dis, j'avais quand même une espèce d'image en tête de, un jour, je vais ouvrir une porte, et quand elle va se refermer derrière moi, il n'y aura plus de retour en arrière possible, et ce sera cool. Et j'avais comme s'il fallait que je me sauve d'un truc, ce qui est pas vrai en fait. Mais ouais, du coup, bref, c'était sur le moment, en tout cas, Du coup, tu as ouvert porte sur porte, Ouais, bah, j'ai mais fait finalement, elles Sciences sont quand même Po. refermées. Tu as quand Ouais, mais même elle se réussi à avoir referme, ce mais filet de c'est sécurité ça. finalement. Ouais, ouais. Ça, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait mon année d'échange à Berkeley en Californie. En rentrant, j'ai fait un double master avec HEC. Enfin, tu vois, ce truc de allez. T'as pas rigolé, hein? Non, enfin c'était fun, hein, mais j'ai appris énormément de trucs, ça se passait bien, j'allais au fond des choses. Et à Qu'est-ce qui côté de t'a donné ça, cette discipline? bah, je sais pas, je pense qu'à un moment, j'ai eu un côté, c'est un mélange de plein de choses. Je commençais à devenir bonne élève parce que les matières me plaisaient vraiment. Euh, je... Ouais, ça me plaisait dans le sens où ce que j'apprenais, je trouvais que c'était lié au monde. Là où peut-être au collège, ça me paraissait un peu plus abstrait. Même l'histoire à l'époque, tu vois, je m'y reliais, enfin, j'ai l'impression de bachoter. Mais à un moment, tu arrives, on te fait faire de la philo, de l'économie. L'histoire, c'est quand même plus récent. Tu comprends, peut-être que tu grandis aussi, donc tu commences à comprendre pourquoi c'est politique, pourquoi c'est humain, pourquoi c'est sociétal. Et en fait, il y a un côté, tout s'est ouvert et j'ai plongé dedans. Et puis, ouais, quand tu fais un truc en mode, c'est pas sportif de haut niveau, tu vois, mais il y a ce côté, tu t'es mis un Routinier, objectif, tac, 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 performance. t'y vas, et tu t'éclates dedans. Et je pense qu'il y avait à la fois que c'était une opportunité, que ça s'ouvrait devant moi, que ça me plaisait, et qu'en plus, je voyais où ça pouvait me mener. Et il y a eu un alignement, en fait, qui a fait qu'à un moment, je me suis dit, bon, bah voilà, tu le fais. Et là, c'est là où mes profs, mes parents ont commencé à me dire, peut-être que tu pourrais tenter Sciences Po. Et il y avait une espèce de rumeur qui disait, si t'es premier de la classe et que t'as toujours je sais pas quoi, félicitations, nanana, à tous les trimestres, tu rentres sur dossier à Sciences Po. Et donc, ça fait quand même une sacrée pression, parce que du coup, tu te dis, faut que j'ai une méga moyenne, faut que... Mais j'ai T'as été tenu le première. truc, et ouais, c'est à peu près, quoi. Et du coup, ça c'est passé, quoi. Donc tu rentres à Sciences Po, tu passes Ouais. combien? 1 an, 2 ans avant d'aller C'est à... 2 ans avant de partir à l'étranger. Et là, t'arrives à Sciences Po, et en fait, t'es pas du tout premier. Parce Voilà, qu'est-ce que tu que découvres là-bas? je Tu t'arrives de découvre... la Réunion, Ouais, d'accord, hein? j'arrive de la Réunion. Direct, J'arrive à Sciences Po. le choc. Voilà, mais en cours de droit droit constitutionnel, sciences politiques, machin, le prof qui dit, OK, ben, juste pour voir un peu le niveau de la classe, je vais vous faire faire un petit test qui comptera pas, mais juste pour voir un peu le niveau de chacun. Et je vois donc il nous donne les questions et tout. Je vois tout le monde, enfin la plupart des gens autour de moi qui grattent et tout. Moi, je pense que j'avais compris l'intitulé de 3 questions sur 20 et que je savais pas forcément y répondre. Tu vois. Et donc, j'étais là, est-ce que je réécris mon nom 3 fois, histoire de pas avoir l'air trop bête? Ouais, le choc de waouh. Et en fait, c'est des écoles et des environnements dans lesquels beaucoup ont le syndrome de l'imposteur. Alors qu'en fait, tu peux aussi faire confiance au fait que si tu es là, même si tu n'as pas toutes les connaissances, etc., ben, faut faire confiance au fait qu'on t'a choisi, sélectionné pour une raison, et que si tu bosses, ça va sûrement bien Syndrome se de passer. l'imposteur, tu penses que toi, t'étais pas la seule à rien comprendre à la question? Ouais, Ou, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi ces gens qui ont fait 1, 2 ans de prépa, et en fait, ils ont été préparés à ce genre de questions. mais en fait, quand tu fais prépa, tu arrives dans un an après. Donc, t'es Ah, pas mélangé avec... ok. et, Donc personne n'est préparé à ce truc-là, en fait. non, personne n'est préparé à cela. Sauf que t'en as qui ont grandi avec des parents qui sont en politique ou qui sont dirigeants de grandes boîtes et qui, en fait, au dîner, ils parlent de ces sujets. Bah ouais. Mais moi, c'est tu vois, je sais, enfin, il y avait des trucs, je comprenais même pas comment ça pouvait fonctionner. Et en fait, le syndrome de l'imposteur, parce que moi, je l'ai souvent eu, et c'est pour ça aussi que j'ai adoré monter ma boîte, parce qu'en fait, il y a rien qui t'arrive que tu n'aies pas construit toi-même à la sueur de ton front. Donc en fait, tu l'as quand même un peu moins, ce syndrome de l'imposteur. Et il y a des moments où je l'ai retrouvé, au moment où on se laissait porter par la croissance, au moment où je me disais, mais en fait, je sers à rien. En fait, il y a un truc c'est de la chance. Mais le moment où c'est dur, au moins, t'as pas le syndrome de l'imposteur. Plus tu te retrouves dans des milieux compétitifs, où il y a de la sélection, etc., plus les gens, ils se disent,
j'ai pas ma place ici. Après, je crois que c'est aussi particulièrement féminin, mais pas que. On commence à parler aussi du fait qu'il y a aussi pas mal de mecs qui ont le syndrome de l'imposteur. Ouais, c'est aussi défini, je pense, par ton éducation, d'où est-ce que tu viens. Énormément. Syndrome de l'imposteur. Tu vois, Ouais, c'est pour ça que oui. j'ai dit le choc Ouais. quand tu arrives Si à on t'a Sciences Po. toujours dit, mais t'es le meilleur, t'es le plus fort, Voilà. tu mérites tout, C'est que machin. Sciences Bon, Po, c'est aussi et avant tout, 80% de gens qui arrivent sont, surtout à Paris, viennent ouais. de Paris, et Ouais. voire de famille de Parisiens. Mm, mm. Je parlais plus de ce choc-là même, tu vois, genre, oula, il y a des gens qui parlent de trucs, qui font des trucs, qui ont Ouais. des codes Ouais. qui ne sont pas les miens. Ouais. Et je trouve que ça, c'est hyper fort, même quand tu arrives de banlieue, ou quand tu arrives d'ailleurs, de province, on appelle ça, Ouais, région, non, mais clairement. et tu arrives là-dedans, Ouais. tu dis, mais je Non, mais moi, capte mais la pas, c'est un autre Réunion, monde. t'imagines même pas. Voilà, là, toi, c'est encore le grand écart. Regarder, quoi. C'était. Ouais. Et en fait, petit à petit, j'ai aimé cet écart. J'ai aimé avoir un pied dans plusieurs mondes, et parce que aussi, du coup, tu trouves ta place. C'est T'es aussi. différente. C'est cool d'être différent aussi. Voilà, t'es différent. Au début, c'est dur. Mais Au début, ouais. c'est extrêmement dur. Ouais. Justement, t'es un imposteur, une imposteuse. Je sais pas si t'es un Et- imposteur, mais en tout cas, je pense pas que tu l'es. Je Non, pense pas que tu le mais ce sois, qui est que important, c'est la perception. Mais tu le crois, Voilà. tu te dis, j'ai pas ma place ici, je maîtrise pas autant que les autres. Mais quand autour de moi, même des gens qui venaient de Paris, enfin, peut-être moins les Parisiens, mais les gens me disaient, oh, je crois que je suis le plus nul de Sciences Po, je crois que je vais être le dernier. Je disais, ah bon, mais toi aussi tu penses ça? Parce que moi je pensais que c'était moi, mais du coup ça peut pas être nous deux. Puis en fait, à un moment, chacun trouve son truc, quoi. Ouais. Mais ça ouais. marche beaucoup quand t'as pas, on va dire, cette espèce de benchmark, de se comparer. C'est horrible d'un côté, et d'un autre, c'est cool de se rendre compte que, en fait, il ou elle est pas si forte. Ouais. Et là, en fait, ça veut dire que je suis pas si nul. Ouais, c'est ça. Ou alors, tu dis des trucs et tu te rends compte que Que c'est pas si con. ouais, que c'est pas. Enfin, en tout cas, tu trouves. Et peu à peu, Ouais. tu construis. Parce Ouais. que syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est avant tout je pense, un espèce de manque de confiance, Mm. mais qui est plutôt naturel. Je pense que c'est plutôt l'inverse qui est pas Et naturel. qui est un peu D'être sain super, aussi, quoi. ouais, qui est C'est hyper sain. parce que tu te remets en question, tu dis C'est toujours. hyper sain. Ouais. T'imagines, t'arrives, t'as confiance 100%, je suis le meilleur. C'est hyper complexe. Comment tu Ouais. construis là-dessus? Tu Ouais, fais des bah, trucs, tu sais même pas. Et c'est pour ça que, et là, on peut rentrer dans des trucs un peu plus spirituels et tout ça, mais se dire, en fait, on te donne des cartes. Alors, je parle pas de catastrophes et de choses. Je reste dans une enfance à peu près normale, etc. Mais il n'y a pas forcément de mauvaise situation. Enfin, il y a un peu ce côté, en fait, si tu es né avec énormément de privilèges, de capital culturel, etc., bah, tu vas toujours dire, il faut que j'en fasse plus. Est-ce que j'ai fait aussi bien que mes parents, aussi bien que mes frères et sœurs, etc. Ou j'ai toutes les chances pour réussir. Et pourtant, j'ai envie d'aller faire ma petite vie ailleurs. Mince, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Est-ce que j'ai ce luxe de ne pas faire des, entre guillemets, grandes choses, ou de suivre en tout cas les pas de ma famille? Et à l'inverse, quand tu n'as pas eu cette chance, tu peux avoir la niaque de dire ok, je vais me sortir de là d'où je viens. Donc, en fait, ça dépend un peu de ce que tu en fais. Mais ouais, on te donne des cartes au départ, mais il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que... Enfin, il n'y a pas forcément une main qui est totalement meilleure que l'autre. Il y a ce côté... et on le voit, en fait, des gens qui sont nés avec énormément de privilèges, qui ne sont pas forcément plus heureux. Bien sûr que ça aide, et confort, Alors, on parle pas encore de sécurité, bonheur, on etc. parle de est-ce que, voilà, déjà, est-ce qu'on Mais y arrive. est-ce que déjà on y arrive? Mais moi, je pense, voilà, c'est aussi, est-ce que du coup, tu trouves mieux ta place enfin, pas forcément, quoi. Non, c'est clair. Parce que c'est plus difficile aussi d'aller ailleurs quand tu viens de ce milieu-là. Ouais. Donc, Mais au début, d'avoir une personnalité très singulière ou d'être différent des autres, c'est compliqué à accepter. ouais. Le seul moyen, c'est, comme tu dis, de travailler peu à peu, Ouais, c'est construire, dire ah bah si Ça. j'ai réussi ça alors que les autres ont un peu de mal, c'est peut-être que Ouais. ça passe. Et puis à un moment, tu cultives ta singularité et tu te dis, bon, bah, ok, c'est cool en fait. Et Comment tu cultives ta singularité, toi? Comment tu as cultivé ta singularité je pense que. à cette époque-là? À cette époque-là? Ouais. Ça a vachement évolué, mais en restant super curieuse et en étant... je crois que j'ai pas essayé de faire semblant que j'étais quelque chose d'être quelque chose que j'étais pas, quoi. Peut-être au tout début.
Tu vois, au début, je me suis dit, oula, je suis pas du tout habillée comme il faut. Ok, t'adoptes quelques petits trucs, quelques petits codes. Et je sais que je voyais les amis de mes parents qui disaient, ah bah, Marjo, ça y est, les petites parisiennes, machin. Oui, bah oui, Le ce classique. truc. Je serais même pas, tu vois, mets tes petites bottes, tes machins. Maintenant, je trouve ça ridicule. Enfin, c'est plus du tout même les codes d'aujourd'hui et tout ça. Mais ouais, il y a un moment où tu essaies Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, c'est. Tu joues, tu es acteur en fait avant de devenir la personne que tu veux être. Tu joues au code du médecin, de l'artiste, avant L'action précède la pensée ou la Oh. pensée précède l'action? Et ben, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est l'action en tout cas, qui insuffle la pensée. Et d'ailleurs, c'est même le corps, comment il va se tendre, etc., qui va créer des tensions mentales. Bien sûr que c'est un cycle. Et si tu es tendu mentalement, tu vas tendre ton corps, mais on a tendance à un peu sous-estimer l'inverse, qu'en fait, parfois, tu vas te faire mal quelque part, et ça va te créer, du coup, et tu vas le rationaliser, parce qu'on est dans une culture de l'esprit en disant « Non, mais en ce moment, ça va pas, c'est mon boulot qui va pas, machin », alors qu'en fait, tu reprends soin de ton corps, tu reprends soin de toi, et il y a plein de choses qui peuvent, d'un coup, aller mieux, quoi. Et l'action Donc, le fait de... Voilà, définit ta personne aussi. définis Comment qui nous, tu es, comment on se définis comment tu définit, te perçois, comment les comment autres tu te te perçois. perçoivent. Et, Parce que et cette action te fait rentrer dans une autre catégorie. Ouais. Prenons un exemple tout simple. Tu fais pas de sport, par exemple, et un jour, tu vas à la salle de sport, puis tu y retournes un deuxième jour, puis un troisième jour. En fait, l'action précède qui tu es, mais ça commence à définir ta nouvelle personnalité. Ouais. Et ensuite, après y être allé, voir qu'il y a une différence, donc quand même, au bout d'un moment, Ouais. tu y crois profondément. Donc là, l'action a Tu dis, vraiment je suis précédé la sportif, pensée. bien Mais en sûr. fait, je suis un sportif. Bah, maintenant, oui, de toute façon, je peux pas. Ouais. Et même si tu te dis non, tout le monde le Ouais. dit. Bah si, Si, évidemment, si. tu vas 4 fois, tu vas courir Ouais. 4 fois par semaine. Ouais. Ah oui, c'est pas faux. Et puis à un moment donné, ouais, exactement, c'est ce que C'est je fais. marrant que tu prennes cet exemple parce qu'à un moment, j'avais fait un petit speech à l'équipe Jam. Là, je saute un petit peu, hein, je fais une petite digression, mais c'était vraiment un moment important où, en fait, pendant des années, on était vachement tourné vers le produit, la communauté, la marque, etc., et beaucoup moins sur le business. Moi, ça m'intéressait moins. J'ai monté ma boîte quand j'étais étudiante. C'était vraiment, j'ai envie de créer une appli, j'ai envie de résoudre des problèmes autour de moi. J'ai pas besoin de me payer grâce à ma. Donc, il y a eu ce truc de ah oui, à un moment, faut quand même penser à un modèle économique. Et quand on a commencé à le faire au début, en fait, on était une boîte qui, tous les jours, et donc pour reprendre cette idée de l'action, notre action, nos ressources, notre temps, notre énergie, elle était vraiment tournée vers comment j'améliore le produit, comment j'améliore la ligne éditoriale, le contenu, etc. Et quand il fallait, parce que les actionnaires nous le demandaient, et puis aussi à un moment, tu regardes et tu dis, ah ok, il va falloir commencer à faire de l'argent. Quand à un moment, on devait dire, ok, on va aller chercher des clients, c'était un peu genre, oh non, ah oui, c'est le moment maintenant où il faut que j'aille chercher. Mais du coup, j'ai pas d'offre structurée, j'ai pas de process pour aller chercher des clients. Il faut que je commence un document dès le début pour aller. J'ai pas de mail type, j'ai rien, quoi. Je sais pas, j'ai pas de discours et ça. Et donc, c'était à chaque fois, OK, allez, on va en chercher un. Et puis après, hop, c'est bon, on l'a eu. On a rentré 15 000, 20 000 euros. Ouf, on est un petit peu tranquille, on se remet sur le produit, etc. Et en fait, du coup, c'était toujours chiant d'aller chercher un client, c'était toujours un défocus, on construisait rien, c'était juste histoire de ah mince, vite, il faut aller chercher de l'argent pour pouvoir se payer et repartir. Et en fait, à un moment, j'ai eu une phrase, je me suis dit, mais ne va pas à la piscine, deviens nageur. Et c'est pour ça que ça me fait marrer ce que tu dis, parce qu'en fait, je me suis dit, c'est comme si un jour, je me disais, bon, bah voilà, j'ai envie de faire de la piscine. Si je me dis, j'y vais une fois, allez, mardi soir, je vais nager. Du coup, je dois dire à mes potes avec qui je suis habituée d'aller boire des coups le mardi soir, bah non, je serai pas là, je vais aller nager, je dois aller m'acheter un maillot de bain, m'acheter tout le truc, regarder où aller, comment ça marche, le casier, le machin. Je sors de l'eau, je suis fatiguée, je regarde mon corps, il y a rien qu'à changer. J'appelle mes potes, ils ont passé trop de bonnes soirées, j'ai le seum, je suis là genre ouais, bon ben. Alors que si dès le départ, je me dis non, mais en fait, je vais aller nager le mardi et le jeudi. Pendant quelques semaines, je vais tester ça. En fait, je vais devenir c'est ma nouvelle identité. C'est ma nouvelle identité. J'y vais et on verra ce que ça donne. Du coup, je suis contente de m'acheter un maillot parce qu'en fait, je vais le mettre plusieurs fois. Donc, je m'achète un truc qui me fait plaisir. Je trouve la piscine qui est près de chez moi. Et puis, je dis à mes potes, quand ils me disent « Ah, on a passé une trop bonne soirée. » Ouais, ok, cool. Mais il y en aura Cool, d'autres. exactement. Et en fait, moi, maintenant, d'ailleurs, si vous voulez venir à la piscine avec moi, on peut... Donc, en fait, tu commences à mettre en place un truc dans ta vie. Et à un moment, tu te dis... Et en fait, tu regardes pas du coup ton corps une demi-heure après en disant pourquoi rien n'a changé. Tu te laisses du temps. C'est pas le sujet, tu te laisses du temps. Et en fait, c'était vraiment dans cet entre-deux, c'est les actions que tu mets en place, mais aussi
comment tu te projettes et dans quelle est la ligne que tu es en train de décrire. Et moi, c'est vraiment ce que je me suis dit. Et à un moment, pour revenir à Jam, je me suis dit, en fait, maintenant, vendre des belles choses à nos clients, ça va faire partie de la boîte, ça va faire partie de nos priorités, ce sera bien sûr pas la seule, mais du coup, ça va pas être des coups comme ça, ah ok, on a un nouveau client, non, ça va être, mais en fait, on a envie de vendre quoi ? En quoi on croit ? Pourquoi c'est aligné avec ce qu'on propose à nos utilisateurs ? Pourquoi c'est pas un défocus ? Pourquoi est-ce qu'on va... Donc on a recruté, etc. En fait, et tout s'est fait petit à petit. Et dès que j'avais une nouvelle offre, en fait, je pouvais construire sur l'existant. Dès qu'on avait un client, on savait qu'en fait, ça allait nous amener une nouvelle industrie. Enfin, et pour donner un exemple très concret, je pense en une phrase, c'est pour construire un process, tu n'as qu'une seule façon. Je pense que tout le monde le prend souvent de la mauvaise manière, c'est de le faire sur un papier. Bon, alors en fait, en théorie, je vais aller aller sur LinkedIn. 2, tiens, on va lui envoyer cet email-là. 3, on le rappelle. 4, on lui vend notre truc. Et en fait, dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Donc, le seul moyen, c'est juste c'est de l'action. Tu te dis, OK, à la fin de la semaine, il faut que j'ai faut que j'ai contacté 30 personnes et que j'ai au moins 2 retours. C'est ça que tu dois faire à la fin de la semaine. Et les Américains, ils aiment bien avoir cette théorie de gun to the head. Tu vois, genre, si t'avais jamais, tu dois penser, si t'avais un flingue sur la tête ou toute ta famille qui était, c'est tout le monde est malade, hein, mais voilà, faut se projeter dans le monde à l'américaine, toute ta famille qui était en otage. Et on te dit, les maîtres chanteurs te disent, à la fin, on te rend tout le monde. Si tu as ramené les leads, je te jure que tu vas les ramener, que tu vas pas faire de process. Ouais, et donc, tu vas le faire. Et à partir de là, tu vas te confronter à plein de problèmes et tu vas pouvoir commencer à mapper le process parce que tu l'as déjà fait. Et donc, à la fois, tu es dans l'action immédiate et tu apprends. Et tu vas droit à l'essentiel. Tu te poses pas de questions. Exactement. Mais, et je pense que c'est important aussi de se dire, c'est un truc qui me fait envie et c'est comme ça que... Et je vais construire qui je suis et trouver ma place et je vais apprendre et je vais progresser. Et tu es content du process, en fait. Il n'y a pas ce côté genre... Je dois Après, faire ça sinon pour tu t'épuises, exactement. Non, je sais pourquoi je le fais, je suis contente de le faire. Et du coup, tu peux soulever des montagnes, tu peux faire énormément de choses. Oui, parce qu'on ne va pas te prendre ta famille toutes les semaines pour aller chercher des leads. Enfin, ça devient compliqué après. Comment ça t'est venu ? Parce qu'encore une fois, tu sors de Sciences Po. Sciences Po, c'est pas une business school, c'est pas un endroit où on t'apprend à créer, on t'apprend à penser différemment, tu as un marché ou peu importe, ou un besoin client, enfin, peu importe. Est-ce qu'il y a quelque chose aux US qui t'a fait déclencher ça, un point de bascule ? En fait, je pense que j'ai toujours eu cette fibre. Quand j'étais à La Réunion, je faisais un peu de skate et mes parents m'avaient envoyé quelquefois en Afrique du Sud faire des séjours linguistiques. Et en fait, en Afrique du Sud, c'était beaucoup moins cher d'acheter des planches de skate. Et du coup, au skatepark, plutôt que de faire du skate, au bout d'un moment, je prenais les commandes et j'allais acheter des skates. Je les ramenais. Et en fait, je me suis rendu compte que si tu ramenais juste la planche, tu pouvais ramener beaucoup plus parce qu'une fois que tu mettais les roues, en gros, tu avais 2 dans ta valise. Donc en fait, non, moi, je te vends la planche. Je la vendais moins cher. Ton premier business, c'est un business de ride. Ouais, c'était fun. Mais voilà, j'ai toujours eu ce truc où j'aimais bien créer des projets, créer des trucs. Ça me donnait une adrénaline et c'est un truc. C'est sympa parce que c'est à la fois. C'est sympa, c'est plus que sympa, c'est vital parce qu'il y a à la fois, je trouve, cette espèce d'énergie intellectuelle et en même temps, c'est concret, quoi. C'est tout de suite, tu vois, que tu rends service à quelqu'un, que tu fais du bien à quelqu'un, que. Enfin, il y a un côté effort, qui est tangible. Tu apportes de la valeur et il y a la récompense. C'est quand même cool. Et c'est souvent créatif parce que tu as imaginé un truc un peu différent ou en tout cas, tu t'es lancé. Il y a une part de risque, d'audace aussi. Donc, je trouve que c'est... Enfin, bien sûr, l'entrepreneuriat, et j'en ai longtemps parlé, et j'en ai parlé quand j'ai annoncé le rachat, etc. Mais ça peut être éreintant et il faut savoir après quoi tu cours pour que ce soit pas un peu une course sans fin. Et la pire image que j'ai, c'est ce rat de laboratoire qui court dans sa roue, quoi, ou le hamster. Tu courais après quoi, toi ? J'ai couru après des choses différentes. On a parlé mais les portes, toujours en ouvrir. Je suis un peu dans ce travail introspectif de comprendre, tu vois, pourquoi j'ai couru pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et je sais que juste avant, on disait tous les côtés quand même très grisants et très satisfaisants et un peu addictifs en fait de l'entrepreneuriat. Et il y a plein d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à prendre des vacances et qui disent j'arrive pas à déconnecter. Non, mais t'as pas envie en fait, parce que c'est ce truc le petit mail qui fait avancer ta boîte, le contact que tu n'imaginais pas, l'idée. Le fait de build, tu vois, de construire, d'être vraiment quelque chose. Franchement, moi j'avais ce truc, je me souviens, je disais à mes associés au début, ouais, là, on est lundi, on attend l'utilisateur, on en est là dans la création technique du produit, il y a ci, il y a ça. Lundi prochain, on sera plus loin, quoi.
Et ça, c'est fou. Et Loïc, mon associé, il me disait, non, moi, ça me motive pas du tout. Ce qui me motive, c'est la connaissance. C'est d'apprendre, c'est d'apprendre, c'est d'apprendre. Je dis, ouais, carrément. Mais construire, quoi. Construire, c'est tellement bon. Il y a un et aujourd'hui, j'ai envie aussi d'apprendre à vivre sans construire. Et j'ai longtemps été, tu vois, un peu envieuse aussi, admirative, curieuse, parce que c'est de ceux des gens que je vois autour de moi qui arrivent à être quelque part et à vivre. Et enfin, je dis ça, mais vraiment, c'est l'inverse de la condescendance. C'est au contraire, je trouve qu'il y a une vraie sagesse que j'ai pas forcément vue pendant longtemps, ou en tout cas qui m'attirait pas. Et aujourd'hui, je me dis, si tu es tout le temps dans la construction, c'est que tu es tout le temps dans le manque, dans le plus, et que c'est que t'es pas quelque part, en fait. T'es pas ancré. Tu veux toujours être... Tu sais ce qu'on dit souvent, on entreprend pour combler un vide. Ouais, c'est un refuge. Non, mais c'est ça, c'est un refuge, c'est un refus aussi du présent et l'état tel qu'il est. Donc, il y a du bon, il y a du moins bon. Et tu vois, si on prend un peu de recul et on se dit à l'échelle sociale, sociétale, économique, on peut plus être dans l'économie du paradigme de la croissance infinie. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais je pense qu'on a aussi compris ça. Qu'à un moment, si on n'est pas juste dans... On vit avec ce qu'on a, ce qui est. Là, je suis en train de lire un livre sur l'abondance frugale, ou les joies de la décroissance, ou en tout cas les joies du monde après croissance. Pas forcément de décroissance, mais après croissance, ou en tout cas tu es au statu quo et tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on mesure en fait le progrès et la satisfaction par le plus, alors qu'en fait ça ne marche pas dans un monde fini, et ça ne marche pas dans un corps et un espace, un temps qui est parce fini. Que quoi. L'homme, l'humain, il veut toujours plus. Mais toujours plus, il veut devenir... Le seul moyen d'être infini, tu le dis, on est fini, mais le seul moyen d'être infini, c'est par le fait de construire quelque chose d'abstrait. Une boîte, de la connaissance, toujours apprendre. C'est toujours la même chose, on pourrait d'apprendre en fait, ça sert à quoi? Mais c'est la seule manière de devenir infini. C'est pour ça que je veux pas être dogmatique d'un côté ou de l'autre. Et que je trouve que dans notre monde aujourd'hui, c'est pas facile parce que les dogmes, c'est sexy, c'est radical. On a l'impression que les choses vont quand même pas toujours très bien. Et donc, du coup, être radical, c'est un peu la seule solution. Et du coup, on a envie que ce soit, même quand moi j'ai commencé à monter une start-up, je me disais, mais jamais je pourrais travailler dans une va grande reparler, boîte. Ça m'intéresse justement de ce changement, ce shift de paradigme entre Startup Nation. On va reparler, tu as quand même fait les plus grandes scènes du monde sur l'AI. C'est quoi la suite? C'est quoi le futur de la tech? Même peut-être le métaverse, ça n'existait pas encore, mais presque. Ouais. Frugal, ce que tu disais, l'abondance frugale. Ouais. Je veux vraiment pas dire que la création... je veux pas critiquer la création. Je veux vraiment, encore une fois, pas être dogmatique, mais disons que je me pose plus de questions aujourd'hui quand je crée quelque chose. Là où avant, j'avais un espèce d'élan infini. C'est hyper important. Parce qu'on doit construire maintenant avec intention. Ou avant, on ne mettait pas d'intention. Mais le mot que j'adore, c'est ça. C'est... construire avec une intention. Et c'est normal, on ne l'avait pas vraiment en tête avant aussi, donc il ne faut pas non plus s'en vouloir pour ce qui s'est passé avant. Mais le fait... Pour faire avancer les choses, plutôt, on va être obligé de construire quand même. Ouais, bien sûr. Déconstruire un peu, mais juste déconstruire, ça marche pas. On doit changer. On doit quand même, si on déconstruit les choses, il faut le reconstruire. Sinon, ça va être compliqué. Tu décides d'entreprendre. Ouais. C'était quoi Jam à cette époque-là? D'où vient l'idée? C'était quoi le problème? À l'époque, c'était... donc ça s'appelait même pas Jam, ça s'appelait Blackbird, pour le panneau d'affichage, le Blackboard. Et c'était aider les étudiants à trouver tout ce dont ils ont besoin. Grâce au partage, donc grâce à l'économie collaborative. Et ce côté, tu lâches ton appart, tu revends un bouquin de finance qui coûte 200 balles, parce que moi je revenais des États-Unis et c'était ça, et ça faisait mal. Tu as quitté un stage hyper chouette, tu as besoin d'un truc, et donc tout le monde pouvait se le partager. À l'époque, les groupes Facebook ne permettaient pas de faire ça. Les groupes Facebook, c'était plutôt, si toi aussi t'aimes le Nutella, si toi non plus, je sais pas quoi, mais c'était pas les gens le qui truc nous écoutent ou nous regardent, c'est-dire, mais vous avez... C'est quoi Facebook quoi? Ouais. Tu fais des espèces d'événements, des groupes. Tu fais un event et t'as des gens qui sont intéressés. C'était quoi, not attending, ça, trop c'était violent. hyper important. Ouais. Tu racontais ta vie en post, genre truc que tu ferais plus jamais. Mais oui, aujourd'hui. et d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, il y avait eu un scandale, genre Facebook a fait un leak des messages perso. Et en fait, à un moment, on s'est rendu compte que pas du tout. C'était juste que c'était les trucs qu'on mettait sur notre wall à l'époque, sur notre mur, sur notre page Facebook, sauf qu'on mettait des trucs super intimes parce que tu pouvais pas aller voir. Enfin bref, il y avait un côté, on pensait que c'était ok de raconter sa vie. Ouais, c'était notre époque.
Et donc Quoique les toi, là, stories maintenant. tu te rends compte que ça marche pas trop, donc Ouais, enfin, du coup, je me suis dit, on a plein de gens autour de nous qui ont les mêmes problématiques, les mêmes besoins, les mêmes centres d'intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire si on a tous une plateforme pour échanger, quoi. Et du coup, on a créé Blackbird, on l'a lancé à Sciences Po. En 3-4 mois, on a eu 3 quarts des étudiants de Sciences Po dessus. On a rejoint l'incubateur. Un an plus tard, alors je le raconte très rapidement, il y a bien sûr eu plein de hauts, plein de bas, des fonctionnalités qu'on a fait qui servaient à rien. Ah tiens, on va créer une fonctionnalité d'agenda. Pourquoi? Parce que j'ai une copine qui m'a dit que ce serait cool. Ah bah ouais, alors ce serait cool, on va faire ça. allons-y. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on aurait un agenda sur... Bon, voilà, on a mis du temps à développer. Question quand même numéro 1. Où est-ce que tu trouves ton co-founder? Parce que c'est un peu le problème on va Ouais. dire, de Sciences Po et puis même après des business schools, c'est que on n'a pas de gens techniques et c'est le plus important quand tu veux monter une boîte tech. Clairement. Je le trouve à un événement qui s'appelle Plug and Start Campus, qui existe toujours, qui met au même moment des étudiants d'écoles de commerce, design et ingé pour accélérer un projet d'entreprise. Donc j'imagine que d'habitude, nous on y arrivait 3 HEC, Sciences Po, et les gens étaient là, ouais, votre projet il est cool, mais vous êtes clairement pas la bonne équipe, vous êtes 3 des mêmes. Donc et en fait, autour d'un verre, je discutais avec Hugo, ingénieur, qui était avec 5 ingénieurs sur son projet. Et en fait, petit à petit, on s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire ensemble. Et donc on s'est retrouvés dans un petit resto mexicain à Saint-Michel, et je lui ai dit rejoins-moi, t'as 5% là dans ta boîte, t'aimes pas ce que tu fais, t'es pas à écouter, viens, on monte le projet à 2. Comment tu l'as convaincu? Et il m'a dit ok, je viens, mais j'amène Loïc, qui est un super pote de la promo, je l'amène sur le projet parce qu'il vaut mieux être 2 devs pour se challenger, machin. Ok. Et on est resté 1 an et demi, 2 ans tous les 3, avec aussi des potes de Sciences Po qui nous donnaient des coups de main. Et puis finalement, Hugo est parti. Qu'est-ce qui faisait le produit? C'était les ingés ou c'était toi? C'était... Le design de l'application, les réflexions sur les fonctionnalités? C'était tout le monde. Ouais, tous les 3. Je pense qu'au début, c'était plus moi. Et petit à petit, parce qu'eux, ils étaient en mode, non, mais nous, ce qui nous fait triper, c'est de faire du code. Et surtout Loïc, au début, il était là pour le challenge technique. Hugo et moi, justement, on avait un peu le même rôle, alors qu'on n'avait pas du tout les mêmes compétences. Et ça, c'était dangereux. Et d'ailleurs, on s'est dit, on va faire présidence tournante tous les ans, machin, enfin, un truc un peu casse-gueule. Et Ça finalement. existe vraiment, ça? Dans les Ouais, boîtes, tu peux faire des ça, présidences? ouais. Ok. Tous les ans, tu changes. Donc, on s'était dit, bah ouais, grave, gouvernance partagée, machin. Et en fait, justement, à un moment, on n'était pas d'accord sur la direction des choses. Et ouais, il y a eu des moments pas faciles. Je pense que quand c'est les zones de responsabilité sont pas claires, je pense, tu vois, j'en suis pas fière, hein, mais il y a un moment où Hugo, il était tellement, il contredisait tellement ce que je disais l'inverse de ce que je voulais pour être sûr qu'il me contredise et qu'on fasse ce que je voulais faire à la base. Ça a duré une semaine. Là, c'est le moment où mais, ça arrive. Je crois qu'on arrive là, je me suis dit, au point un bon, peu là, malsain ouais. où il faut discuter. Il Ouais. faut commencer à te communiquer. Donc là, vous restez 3 pendant 1 an. Combien d'utilisateurs sur... C'était quoi la plateforme concrètement? Et C'était combien une de personnes? plateforme, on avait 8 000, 10 000 utilisateurs quand on était à Sciences Po, donc ouais, 3 C'est quarts de la énorme, hein. promo, ouais, et les gens revenaient, on avait toutes les assos dessus. Attends, 8000, 10 000 utilisateurs, tu veux dire unique par jour ou tu comptes en session globale? Non, au global, mais en fait, les gens revenaient vachement parce qu'on avait réussi à trouver un moyen pour que, par exemple, ce soit l'endroit où toutes les assos communiquaient. Donc, tu voulais être au courant des infos de la promo, enfin de Sciences Po, c'était sur Blackbird, quoi. Et en fait, justement, nous, on crée aussi beaucoup de contenu qu'on mettait en exclusivité sur la plateforme pour faire venir les gens. Et ça a marché parce que du coup, les gens s'inscrivaient pour aller voir les offres de stage qu'on trouvait, les petits jobs, beaucoup. On allait, tu vois, à la librairie à côté en leur demandant est-ce que si les gens peuvent me montrer ce poste et qu'ils ont un compte Blackbird, bah, ils ont 10% de réduction. On allait au resto à côté. Enfin, tu vois, on a trouvé Guérilla plein de moyens. marketing. Mais grave. À 100%. À l'ancienne, hein. Ouais, à l'ancienne. C'était avant Vraiment, l'époque du growth hacking. C'est ça. C'était nous avec nos petits bras. Et Mais ça a marché. ça a marché, mais en fait, ça a marché, mais on s'est éloigné de la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'était que ce soit les étudiants qui partagent des bons plans entre eux. Et en fait, ce qui était notre acte de départ, qui était on va créer du contenu pour faire venir les gens, c'est devenu la proposition de valeur. C'est devenu ce que les gens cherchaient. C'est-à-dire que les gens venaient pour voir le contenu que nous, on postait, qui à la base était plus une façon de dire regardez ce qui se passe sur la plateforme, regardez si vous venez,
ce qu'il y a de cool. Et vous aussi, vous devriez être encouragés à poster. Et en fait, les gens, ils venaient, ils consommaient le contenu, c'était cool. Vous éditorialisiez déjà, genre tu écrivais, Ouais, il y a des gens qui c'est écrivaient, et ça. en fait c'est juste que ça rendait, c'était un peu au final, comment on appelle ça, les journaux en Ouais, plus cool de campus, tu c'est vois. ça, exactement. Et, et en fait, euh, ouais, on s'est rendu compte que on résolvait un problème, mais pas forcément celui qu'on pensait résoudre au départ. Et on s'en est rendu compte parce qu'à un moment, donc tu sais, on mesurait. Non, d'ailleurs, en fait, tu ne te rends compte que tu mesures, mais ce qu'on mesurait, c'était combien d'utilisateurs, combien de fois ils reviennent, combien de fois ils postent, combien de fois ils commentent, etc. Les chiffres étaient pas dingues. Et en fait, quand on a commencé à voir combien ils scrollaient, combien d'écrans en fait ils regardaient, combien de temps ils passent, là, on s'est dit, attends, quoi? Mais en fait, les gens, ils viennent, ils consomment du contenu à fond. Mais nous, on pensait que c'était des utilisateurs passifs. Et donc, on regardait même pas, on Vous considérait aviez pas même. la longueur de session ou Ouais, mais en fait, tu disais, si le mec, il est connecté, le mec ou la meuf, il est connecté 2 minutes, mais qui fait rien. on- non, Parce que clairement. pour nous, on disait, c'est une C'est plateforme hyper d'échange. intéressant ce que tu Donc, dis. si les gens, ils postent pas, on a C'est raté. c'est ça. Et là, vous êtes dans la recherche de votre product market fit, ce qu'on appelle un product market fit. C'est avant tout de trouver, on dit il faut une rétention à temps. Par exemple, à 80%. C'est ça un product market fit, c'est d'avoir une belle rétention. Ok, super. Mais comment tu Rétention de définis, quoi? voilà, comment tu définis ta Ouais, rétention? Il faut déjà avoir la métrique de départ. ouais. C'est vrai que c'est rigolo de te dire, bah, je pense que c'est, par exemple pour Twitter, c'est le nombre de posts que tu vas faire par jour. Ok, ça c'est on Et en va fait, ils se dire. sont rendus compte que tu as 10% des gens qui créent du contenu sur Twitter. Ah ouais, même moins, je Mais crois. moins, c'est peut-être 1% Je qui crois que crée, c'est ça. 10% qui Qui commentent, compte, et 90% 10% qui scrollent. qui Voilà. scroll. Exactement. Alors, et tu vois, si c'était resté borné sur Twitter, c'est l'endroit où tout le monde vient partager du contenu, poster ses pensées, ses idées, etc., et engager avec celles des autres, à un moment, ils auraient à un moment atteint un plafond en se disant, bon, bah, en fait, ça Mhm. marche pas, quoi. C'est parce qu'ils auraient vu que 10%. Ils auraient vu que 10% de l'iceberg. Alors qu'en fait, si t'étends la proposition de valeur en disant, c'est aussi un endroit, en fait, où on vient s'informer et pourquoi pas partager ou à minima commenter ou à minima réagir, c'est s'informer, réagir, partager. Là, du coup, tu reprends les 90% restants. Et ça, c'est quelque chose qui nous a guidés pendant toute l'aventure, c'est de se dire, bah, ok, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Quel problème qu'on résout? Quelle est la valeur qu'on crée? Et toujours se poser la question. Et tu vois, tous les 3 mois, 6 mois, enfin, en fait, ça vient C'est assez un travail naturellement. de malade C'est par un contre, hein. travail de C'est malade, tout le mais temps qui est tout le douter, temps, entre tout le guillemets, temps. Ouais, tout le temps se remettre en tout le question. temps, tout le temps. Et ce qui est assez remarquable, c'est que vous le faites du coup depuis 10 ans. Donc à une époque où c'était pas non plus classique, surtout dans une boîte en France, Ouais, d'aller chercher des métriques, de surtout le ouais, traquer ouais, ouais, ouais. et de se baser sa réflexion et sa décision directement là-dessus. On a été vachement accompagnés, tu vois, on a fait partie de l'incubateur de Sciences Po, on a rejoint au début The Family, le Nouma, on a eu plein, tu vois, de mentors, etc. Donc c'est vraiment un travail collectif. Et tu vois, on a eu des claques parfois de mentors qui nous disaient, on on les faisait venir pour travailler sur une problématique, et ils regardaient, ils disaient, waouh, non, non, on va pas du tout faire ça, en fait, on va reprendre le problème à la base. On a même un dev à un moment qu'on voulait recruter, qui est venu, qui a commencé à mettre le nez dedans et qui a dit... non, mais en fait, on va pas résoudre ce problème-là parce que là, c'est un panier percé. Et donc, tu vois, il y a aussi plein de gens. Et je pense que là où on a été. Là où. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de cultiver, c'est on a fait confiance et on a été humble. Je sais pas si c'est humble de dire qu'on a été humble, mais en tout cas, on a eu, tu vois, c'était tellement dur ce qu'on faisait. Et c'était. Ouais, il y avait quand même toujours En fait, tu as une du doute recherche de réalité, tu sais, de vérité. Tu et tu te veux... dis, elle est pas chez moi. En fait, mon but, c'est pas de détenir la vérité. Mon but, c'est vraiment d'être curieux, d'être à l'écoute, d'être souple et d'entendre ce que les gens disent. D'entendre et d'écouter et le transformer. Et souvent, les gens, voilà, ils savent ce dont ils ont besoin, ils savent ce qu'ils veulent. Ça veut pas dire qu'ils vont te le formuler de manière très claire, sinon ce serait trop simple. Mais c'est, voilà, je pense que l'entrepreneur, c'est de dire, bah, j'essaie de trouver les bonnes questions à poser et j'essaie d'écouter ce que les gens ont à dire, même ce que... Parce qu'il y en a quand même 90% qu'il faut pas écouter, en plus. Parce que Ouais, tout ou le monde a des idées. en fait, il faut pas écouter quand ils te disent Fais ça. le fameux what, le quoi, tu vois. Ah, moi, je veux un agenda dans le truc. Moi, je veux ci, moi, je veux ça. Non, non. C'est, tu sais, la fameuse technique des 5 pourquoi. Tu dis, ah bon, tu veux un agenda? Pourquoi? Bah, parce que ce serait bien de savoir ce que tout le monde fait. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Et en fait, au bout du 5e pourquoi, tu t'arrives à la racine et tu dis, soit tu dis, ah non, c'est pas du tout un problème qu'on veut régler. Donc, bah, ok, bah, tiens, il y a cette autre solution, machin. Soit tu dis, ah ouais, ouais, non, mais ça, c'est un problème qui est urgent, important, solvable et qui m'excite, idéalement, à résoudre.
Donc, et là, tu te dis, ok, ben ça, c'est ton problème. Forcément, les gens n'ont pas la solution clé en main, sinon tout le monde serait entrepreneur et tout le monde ferait des... Il n'y aurait plus de problème, en fait, tout le monde créerait ses propres solutions, etc. Et pour les autres. Mais en fait, je pense que voilà, la capacité à être à l'écoute et, et pas être Et de attaché choisir, c'est ça. émotionnellement à son produit, mais attaché émotionnellement à son problème. Ça, c'est un truc que j'ai répété beaucoup, c'est dire non, mais ce qui doit t'obstiner, c'est quand tu penses sous la douche, quand tu te réveilles, quand tu fais du... Peu importe, genre, c'est le problème que tu résous et pas le produit que tu as créé, parce qu'en fait, sinon, tu mets de l'ego dedans, parce que c'est toi qui l'as créé. Tu sais, les fameux sunk costs en économie, le côté... Les coûts d'opportunité. Ouais, bah, en gros, c'était voilà, cette idée que tu as déjà... C'est un t'as peu dans déjà autre chose, ça. c'est ouais, t'as déjà, T'as déjà t'as investi, déjà créé, t'as déjà investi, donc donc tu en fait, continues. tu es encore plus comme dans une comparaison foireuse, mais comme dans une relation, à un moment où ça marche pas, mais oh, mais ça fait quand même déjà 5 ans et genre la flemme de Bah, recommencer au ouais. début et puis machin, nanana. Donc, Ouais, y les a- Américains ils disent tu dois tomber amoureux du problème, exactement, bah, pas et du problème de tes clients ou de tes consommateurs ou de ton audience, pas des voilà, tiens. pas de ton problème à toi en tant qu'entrepreneur que tu es en train de Exactement. résoudre, non, le problème de ton client final. Et du coup, si tu es amoureux du problème et pas de la solution, ben, T'as c'est aucun problème infini. à Ouais, la dégager exactement. complètement. Voilà, ok, ça Enfin, c'était de la merde, c'était nul, c'était pas la bonne idée. Oh là là, on s'est planté. Machin, ah ok. Et puis même ton problème, mais pour qui, tu vois, ça se trouve, tu peux être souple et te rendre compte que tu t'avais trouvé qu'il y avait un problème, tu commençais à le résoudre, mais c'était pas pour telle catégorie de personnes, c'était plutôt pour d'autres personnes. Enfin, en fait, tu vas être créatif et tu t'amuses et tu es beaucoup plus dans la curiosité que dans essayer d'imposer ton idée de génie, quoi, qui n'en est souvent pas une. c'est quoi les KPI que vous suiviez et les plus importants là, pour ceux qui nous écoutent, ils sont dans la créateur économie, ils veulent être créateurs, ils veulent monter un média. Tu suivrais quoi? On va dire 3 grands KPI. Bah, tu suis bien sûr l'audience en termes de, comme tu disais, rétention. Combien de gens Reviennent, enfin, combien font une reviennent action et à quelle fréquence. précise Voilà, semaine après semaine. exactement, semaine ou journalier ou mensuel, enfin peu importe. En tout cas, tu mesures le bouche à oreille. En fait, si les gens ils aiment ce que tu fais, ils en parlent. Donc en fait, le referral, quoi, combien de gens viennent non pas par de la publicité ou du contenu que tu as créé, mais parce que d'autres leur ont recommandé. Donc ça, c'est assez... c'est du truc que tu traques des liens, etc. Donc ça, ouais, le referral, pour moi, c'est vraiment la clé, quoi, pour que tu arrives à faire quelque chose, pour que les gens ils aient envie d'en parler. C'est que vraiment, tu as craqué quelque chose. Et après, c'est plus qualitatif, mais c'est discuter avec tes utilisateurs. Pour moi, les KPI quanti, ça ne fait pas l'économie de quand même avoir des vraies personnes qui te donnent des verbatims, vraiment du ressenti, de passer du temps avec eux et de comprendre quels sont, ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît moins. Tu vois, par exemple, Jam, on s'est rendu compte, j'ai eu plusieurs personnes à un moment qui m'ont dit ah ouais, en soirée, il y a quelqu'un qui a sorti un chiffre ou un concept ou machin, et quelqu'un d'autre qui lui a dit ah, toi, t'as parlé avec Jam aujourd'hui. Et en fait, tu te dis, ah, c'est cool parce que j'avais pas capté, enfin, j'avais pas forcément pensé que quand tu parles avec Jam, maintenant c'est évident et c'était devenu une de nos baselines, mais c'était en 2 minutes, tu as compris un sujet, tu es capable d'en parler et tu as fait, tu vois, ce fameux 80-20 où en fait, voilà, avec un minimum d'efforts, un peu d'efforts quand même parce que tu interagis, etc. Mais tu as quand même fait un pas énorme sur un sujet et donc du coup, bah, tu as quelque chose à raconter en soirée. Voilà, c'est léger, c'est facile, c'est cool. Pour Et donner juste un peu de contexte aux auditeurs, Jam à ce moment-là, hein, c'est plus juste, vous créez du ouais, c'est contenu, ça. oui, Ouais. mais vous êtes devenu maintenant 100% Messenger, chatbot. Maintenant, on est même sur Insta depuis quelques jours. Magnifique. Ouais. Tu peux envoyer hello à Jam sur Instagram. Voilà. Et donc ça, c'était quand même, c'est hyper important de se rendre compte que c'est le premier média conversationnel. Mm. Tu te dis, ok, non seulement on a du contenu qui est cool, mais en plus, j'aimerais que les gens puissent en fait le demander et s'engager et nous envoyer des messages avec Ouais. cette mode des chatbots à l'époque. Tu vas mieux en parler que moi, hein, je te laisse reprendre la suite. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que ce qui nous plaisait et là où on était bon, c'était dans la relation qu'on avait créée avec notre première communauté d'utilisateurs, donc à l'époque des étudiants de Sciences Po, puis après des étudiants plus largement, et que c'était ça qui nous plaisait. Moi, c'était écrire du contenu, trouver des bons plans, dénicher des trucs. En fait, c'est quelque chose que j'avais toujours fait pour mes potes, pour moi, et le fait de le faire
à plus grande échelle et de trouver toujours la petite façon de le présenter et de le faire au moindre effort pour les autres, etc. C'était ça, en fait, ce qu'on aimait faire. Et quand j'avais eu la première idée de dire « Ok, l'économie collaborative pour que des gens se revendent leurs bouquins de finance et se passent leur stage », en fait, c'est parce que moi, j'avais envie de faire ça. Ça ne veut pas forcément dire que ça pouvait marcher, mais en tout cas, c'était pas... souvent, on extrapole quand même beaucoup son propre comportement et on pense que permettre à d'autres de le faire, c'est la solution, alors qu'en fait, ça se trouve, soi-même le faire à plus grande échelle, ça peut l'être aussi. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus excitée, touchée en tout cas par des aventures entrepreneuriales où tu sens qu'il y a quelqu'un qui construit quelque chose et ça émane vraiment de la personne plutôt que le côté plateforme, marketplace. Mais c'est bien, c'est pour ça que d'ailleurs les médias aujourd'hui c'est très compliqué, l'ancienne génération, et que ce qui fonctionne c'est la créateur économie, c'est C'est l'émergence ça, de toutes voilà. ces. On parle On de a envie, singularité, de on a personnalité, envie de suivre des gens, on a envie. qui incarnent leur sujet, qui incarnent leur Ouais. personnalité normale, hein, et qui créent du contenu là-dessus, souvent d'assez Et en bonne fait, qualité. c'est ça. Et même aujourd'hui, quand tu vas à la boulangerie, quand tu vas acheter ta petite bière, ton truc, machin, il y a ce côté, en fait, ça nous fait du bien de discuter avec la personne, de connaître l'histoire du produit, de connaître l'histoire de l'aventure, le côté incarné, en fait. Ça fait du bien. Et c'est plus... Ouais, je trouve que c'est le bon mélange entre l'humain et l'entreprise, quoi. Donc là, à cette époque, quand même, si on reprend, Ouais. tu étais maintenant en chatbot Messenger. Tu te Ouais. dis, c'est quand est-ce que vous faites encore une fois, Ça le s'est fait vraiment shift? petit à petit. Vous dites sur l'app, ça fonctionne pas On est assez sur ou... l'app, ça fonctionne pas assez. On se dit qu'il faut parler avec nos utilisateurs pour bien comprendre comment on peut les aider. On leur fait tester des nouvelles idées d'application. On a nos mock-ups, nos petits dessins, etc. Et en fait, ils nous disent non, mais moi, j'en ai rien à faire d'avoir une énième appli. Si tu veux vraiment m'aider, je cherche un bar où emmener mon date Tinder, un endroit dans le 18e pour faire de la box taille, une idée de cadeau pour les 50 ans de ma maman. On est là, genre, ok, non, mais arrêtez de faire une plateforme, une app, une machin, genre, vas-y, tu veux m'aider, je vais t'expliquer. Et comme ça, et c'est là que Anas, qui était notre premier employé, notre designer, là, il a eu une espèce de fulgurance. Il a dit, genre, on va pas créer une plateforme pour qu'ils s'aident entre eux, on va comprendre les frictions. Au début, c'était presque de la recherche utilisateur, mais c'était comprendre comment, quand tu as 20 ans, tu vas chercher un stage à New York, une idée de cadeau pour ta mère, etc. Genre, ok, c'est quoi le cheminement, c'est quoi les problèmes, les pain points, etc., comme on dit. Et en fait, en faisant ça, on a appris non seulement énormément sur le processus, mais en plus, on est passé de 0 à 800 personnes qui nous envoyaient des mails, puis des SMS, puis des messages en 2 semaines. Et ils demandaient quoi? En gros, ils cherchaient un partage d'expérience, ils cherchaient Ils nous disaient non, je cherche un bon un plan. appart, je cherche un job, je cherche un bar où là je suis avec mes potes. Et donc là, vraiment, plus rien à voir avec le début, on a déjà bien... Mais on résout le même problème, mais plus du tout la même façon. Et ce qui était en fait une exploration pour apprendre à comprendre notre métier, c'est devenu le produit en lui-même. Et c'était génial en fait de se dire on va arrêter d'essayer de le faire et de croire à la magie du je crée une plateforme et les gens se débrouillent entre eux, mais en fait je vais prendre le temps de résoudre le problème moi-même. Et je ne sais pas si c'est un fantasme que j'ai ou si c'est la réalité, mais j'imagine que par exemple les premiers mois des Deliveroo, etc., c'était pas on va créer une plateforme, c'est plutôt... et d'ailleurs oui, j'ai eu des copains qui ont monté des trucs de livraison de resto, etc. Et c'était ça, c'était eux qui allaient au resto du coin, qui prenaient la commande, leur petit vélo, et qui amenaient à leurs potes leur burger. Et en fait, c'était pas on va créer une plateforme pour mettre en relation quelqu'un qui a envie de manger un burger et le resto machin. C'est les premières semaines, les premiers mois, c'est on va essayer de comprendre déjà le processus. On va le faire pour des gens avec qui on parle, etc., qu'on connaît, qu'on comprend. Et on va créer une relation avec tout le monde. Et en fait, tu crées ton produit comme ça. Et c'est là où ce qu'on disait tout à l'heure sur l'action qui précède la pensée, c'est qu'en fait, en faisant, petit à petit, tu crées ton métier, quoi. Et d'ailleurs, Loïc, mon associé, qui est ingénieur, il disait, je ne vais pas coder la moindre fonctionnalité tant qu'on l'a pas fait 3 fois à la main. En fait, Bonne règle, ça. La tech, ce n'est que scaler ce qu'on fait humainement. Pas plus. On va pas faire... tant qu'on n'a pas validé que ça avait de la valeur,
tant qu'on l'a pas fait et refait, et à un moment, on se dit, bon, il faut l'automatiser, je fais pas. Et la plus belle ligne de code, c'est qu'on n'écrit pas. Il est philosophe en même temps. T'as vu? Incroyable. Donc là, vous passez sur Messenger. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que je sais qu'il y a pas mal de pivots, si on peut appeler ça comme ça, ou de Ouais, shifts. bah en fait, le moment où on s'est mis sur Messenger et qu'on était toujours dans une logique où on recevait des messages, là, ça explose en quelques... Tu vois, en 2 semaines, je disais, on était 800. En, je sais pas, 4-5 mois, on était 80 000, sachant que les gens nous envoyaient des messages et que c'était de plus en plus automatisé, mais il fallait aussi répondre à la main. Donc là, on avait 100 personnes. C'était des étudiants, pour la plupart, qui se relayaient partout dans le monde. 100 étudiants. 100 étudiants en contrat auto-entrepreneur. Donc, on avait même automatisé le fait de les aider à créer leur statut de freelance. On leur envoyait des messages quand il y avait, on appelait ça des shifts. C'était, tiens, il y a une dispo, tu peux backer pendant 2 heures. Et donc, ils répondaient, on écrivait les messages. Enfin, c'était trop marrant. Mais c'était vraiment la folie, quoi. On avait parfois, on avait un back-office qui nous disait « Oh là là, attention, il y a 100 requêtes en attente, vite !» Et ça envoyait des SMS ou des Slack automatisés à des étudiants qui avaient pré-rempli en amont de la semaine leur agenda pour dire « Moi, j'ai des dispos à tel moment » et qui recevaient « Ok, c'est parti, tu te connectes, tac, tac, tac ». À la fin, on voulait même faire une app pour qu'ils puissent backer depuis leur téléphone. D'accord, backer, c'est de répondre aux questions des gens. C'était pour I've got your back. Donc, c'était les backers, quoi, qui étaient là pour toi, quoi. Et donc, c'était du backing, les backers. Ils avaient même fait une chanson Pokémon. Un jour, je serai le meilleur backer. Ils se prenaient des verres ensemble partout en France. Enfin, c'était la folie, c'était incroyable. On a fait ça pendant des mois. C'est là où on a fait notre première levée de fonds avec des VC. On a levé 1 million d'euros. On avait déjà levé avant. Quand on arrive là, tu es dans une phase, je ne sais pas si tu vois, dans le design, souvent, c'est le double diamant, tu dois d'abord diverger, reconverger, diverger, reconverger. Donc, c'est en gros, je pars en exploratoire, je refocus, sinon je vais faire tout et n'importe quoi. Je repars en exploratoire et je refocus. Et logiquement, au bout de 2, tu arrives déjà à avoir un truc, le projet ou le design assez précis. Et là, tu arrives là à la levée, en fait, tu as le champ des possibles devant toi. Tu aurais pu faire une app de bien-être mental pour étudiants, comme conciergerie étudiante, comme un média, par exemple. Ouais, c'est ça. En fait, on pouvait un peu tout faire. On était encore dans cette logique de conversation. Et à un moment, on a été rattrapés. En fait, il y a eu pas mal de choses. Je pense qu'il y avait ce côté, effectivement, c'était trop ouvert. Et j'ai l'impression que moi, j'avais tellement aussi envie que ce soit une boîte collaborative, que je recrutais des gens qui avaient plein d'idées. Je pense que tout le monde voyait un petit bout de Jam, tu sais, en lean startup, en lean design. On dit, tu as l'espèce d'éléphant dans la pièce où tu es dans le noir et chacun va avoir touché un bout de l'éléphant et va décrire genre, ouais, moi, je sens une énorme patte, machin. Ah, moi, je sens le vent. Et en fait, chacun a raison. Mais personne n'a la big picture, quoi. Personne ne voit avec du recul que, en fait, c'est un éléphant et que, oui, toi, tu touches ça, tu vois ça, mais t'as pas plus raison ou moins raison que ton voisin. Et en fait, moi, je trouvais ça chouette quand je recrutais des gens qui avaient une vision pour Jam et machin, mais je pense que personne n'avait exactement la même vision. On avait la même mission, aider les étudiants. Donc, comme tu disais, tu vois, aider les étudiants dans leur quotidien. Mais une fois que tu as dit ça, tu as dit quand même, tu peux faire une app de bien-être, comme une conciergerie, comme tout et n'importe quoi. Ce qui est rigolo, c'est que tu as une croissance monstrueuse. Ouais. Plus de 10% par semaine, c'est ça? Ouais, non, mais c'était donc, il y a un truc qui explose. Ouais. Tu sens en fait, tu sens que tu touches du doigt quelque chose, mais tu n'arrives pas encore à bien savoir quoi. Ouais. Et je pense que ce qu'on a touché du doigt, tu sais, dans ce fameux triptyque, le why, how, what, donc se poser la question de pourquoi tu fais les choses avant de définir le comment et définir comment ça se matérialise, c'est qu'on avait peut-être trouvé quelque chose bien sûr sur le why, donc aider les étudiants dans leur vie quotidienne, sur le comment, parce que c'était en créant la conversation avec eux. Mais le what concret, genre, ok, mais donc du coup, est-ce qu'on les aide sur des choses structurantes comme des appartements, etc. Est-ce qu'on les aide dans le sens où on leur donne des petits coups de pouce le matin? Et en fait, on a tout fait. On avait, tu vois, si t'envoyais Jam Motivation, tous les matins, ils t'envoyaient une petite phrase de motif. On avait fait aussi pour le bac, pareil, ils t'envoyaient une petite phrase de motif, donc ça nous a fait une croissance. On avait des dizaines de milliers de lycéens qui avaient leur petite phrase le matin à 7h pendant la semaine du bac. Cool, mais bon, t'avais celui qui t'envoyait une blague tous les jours, donc tu te disais à l'heure à laquelle tu voulais, il t'envoyait une petite blague pour que tu te sentes bien, etc. T'avais juste plein de trucs, des conseils. T'as même quelqu'un à un moment qui nous a envoyé envoie-moi un message sulfureux pour faire croire à ma meuf que j'ai une amante, tu vois. On était là,
Euh, ok. Et en fait, c'était drôle, mais on avait de tout. On avait, je suis en covoiturage à tel endroit, où est-ce que je dois prendre la sortie de la bretelle de l'autoroute et à un moment, tu te dis, bon, comment on crée un produit là? Genre, et donc, Comment on lit tout ça? Comment on va réussir à rabibocher tout ce bazar pour en faire un produit non seulement on était rattrapé par le côté waouh, ça part dans tous les sens, même si il y a la croissance derrière, etc. Mais on sait pas trop. Donc là, tu lèves sur les chiffres de croissance en fait. Ouais, Les invests, ils disent OK, on voit ouais, que t'as pas encore, tu ouais. sais pas ce que tu vas en faire, Mais t'as mais une il y a un techno et t'as truc. une croissance. Ouais. Et ouais, vous avez touché du doigt quelque chose. Et puis sur la promesse, voilà, aider les étudiants dans leur vie quotidienne grâce à un bot. Ok, quoi. Et même le business model, il se dessinait à peu près parce que c'était, il y a des marques qui ont envie de faire connaître leurs produits aux jeunes, qui ont envie de parler aux jeunes, qui ont envie de. Tu vois, on avait même pensé à un truc d'affiliation, donc on a fait Mhm. pendant un moment. Mais du coup, après, on se disait, est-ce que ça biaise nos résultats? Bah non, faut pas que notre intelligence artificielle sache. On va pas taguer les partenaires des non-partenaires. Et en fait, notre IA, parce qu'on avait quand même des algos assez poussés qui allaient, tu vois, si tu demandais un appart, par exemple, je cherche un 15 mètres carrés dans le 10e arrondissement à Paris à tel budget. En 20 secondes, on avait un algo qui allait sur, je sais pas, 40 plateformes et qui te trouvait les meilleurs et qui te En fait, générait vous un avez fait des message centaines de qui te disait mini-produits pour Hello répondre. prénom, voici Ouais. 3 options pour toi. Hein, vous avez fait des centaines de mini-produits pour répondre aux problèmes de chaque, enfin, on va dire les plus Ouais, gros problèmes qui ouais. arrivent. Comment t'as fait? Comment est-ce que vous avez priorisé et donc killé, on va dire, tout ce qui était le moins essentiel ou En qui fait, à un répondait le moment, moins? on a été rattrapé par l'argent. Pendant 6 mois, même si on avait tu vois, un embryon de business model, on cramait quand même beaucoup d'argent. Vous étiez combien? On est monté jusqu'à une vingtaine, 22, où Et on c'était au bout de avait. combien de temps dans l'aventure? Parce que bon, ça va sur 10 ans. C'était au bout de 3-4 ans, 4 Ouais, ans, c'est monté vite. 4 ans, ouais. Ouais, 3-4 ans. En fait, à ce moment-là, on avait des coûts d'ingé, tu vois, d'équipe qui étaient permanentes et qui bossaient sur le produit, la techno, etc. On avait des coûts de backers, donc t'imagines 100 personnes qui se relaient, bien sûr, mais et qu'on payait au SMIC et machin. Donc, enfin, tu vois, on a toujours, on s'est pas dit on va prendre des stagiaires gratos, nanana, c'est pas notre modèle, quoi. Et en plus, on payait les SMS. Parce à ce moment-là, on était SMS et Messenger. Donc, on dépensait, tu vois, même si c'était, tu vois, 400 € par jour, je suis là, mais c'est un iPad mini par jour comme ça pour envoyer des messages. Ok. Et il n'y a pas vraiment de modèle derrière. Tiens, tu remets aussi les choses dans leur contexte et c'est facile de perdre pied. Et quand tu lèves 1 million d'euros, alors maintenant, les levées de fonds sont beaucoup plus délirantes, mais 1 million à l'époque, et moi j'avais 25 ans, il y avait un côté, tu te dis, pareil, c'est fini, c'est infini, quoi. C'est infini. C'est bon. Comme quand j'avais gagné 12 € avec mon autocollant Volcom, tu vois, là, j'étais en mode Deuxième genre, mois, ouais, c'est ça. wow, Deuxième moment là, de. c'est bon, tu vois. Et en fait, 8 mois plus tard, tu te rends compte que si tu redresses pas la barre, que tu changes pas beaucoup de choses, c'est le mur, quoi. Et ça passe vite, 8 mois. Ça passe si vite. Super vite. Ça passe super vite. Et en plus, moi, à ce moment-là, j'étais hyper fragile. Tu vois, genre la levée de fonds, tu vois, mentalement et tout, j'avais beaucoup de stress. Enfin, il y avait la levée de fonds, beaucoup de presse, beaucoup d'attention, le côté, tu vois, jeune femme entrepreneur dans la tech, machin. C'était un truc, les gens avaient envie d'en parler, On va que le je dire, t'as raconte fait, des voilà, choses. t'as fait toute la presse. Moi, je te voyais partout, Ouais. tout le temps. Sorry. Non, mais c'est génial. Je crois que c'est un bon problème à avoir quand même. Ouais. Et partout, tout le temps. Et après, même, tu sais, sur les. Au F8, Ouais, donc le Facebook, la grande conférence de Facebook au monde. Je t'avais présenté là-bas. Ouais, j'avais présenté Devant combien de Jam. personnes? Je sais pas combien il y a de personnes sur place et des milliers de personnes. Et puis après, en streaming, c'est. Et bah, tu vois, quand j'ai fait le F8, je sortais d'une rupture. J'étais. Enfin, tu vois, genre, j'avais aussi des Honnêtement, bouffées d'angoisse parfois. je me demandais comment tu faisais. Ouais, je Comment me rendais tu pas gères compte, ça? en fait. C'est tellement violent. Faut toujours être là. Là, on est dans un podcast, c'est la cool. Ouais. Et puis, je t'ai dit, j'ai Mais- mis du temps avant d'accepter des trucs. Parce que là, ces dernières semaines, j'avais plus envie. J'avais juste plus envie. En plus. Ouais. Mais tu vois, c'est pas, si t'es c'est pas la même chose de devoir vendre. Tu vois, toujours, là, on n'est pas en train de vendre. Ouais, non. C'est quand tu dois vendre une vision. Ouais. Et une vision, en fait, tu le sais que si elle était totalement vraie maintenant, Tu serais. tu serais. Ouais, tu serais en train de parler du prochain truc, en Exactement. fait. Donc, c'est pas une vraie. Enfin, si Ouais. t'es honnête avec toi-même, Ouais. tu sais que c'est dur. Donc, Ouais. c'est 2 fois plus de travail. Ouais.
Et quand je voyais que tu fais autant de presse, je me dis, t'as quand même une énergie de malade. Parce que c'est un coup, bah, tu vas nous raconter Ouais, d'ailleurs, non, non, mais c'est un coup à sauter dans un taxi, un et machin, ben, tu fais 10 minutes de. Tu dois te non, mais barrer, tu laisse repars dans un tomber. Non, mais taxi. c'était. Et bah, d'ailleurs, tu parles de taxi, ça me fait penser à un moment, je devais donner une conf, je sais plus où en France. Je pars le matin aux aurores en taxi, machin, pour aller prendre le train, Non, pour aller prendre l'avion à l'époque. Je me disais, non, allez, ok, on prend l'avion pour aller en France. Maintenant, j'hésite, je le fais plus. Mais à l'époque, c'était complètement normal de se dire, je sais pas, je vais à Bordeaux, je prends l'avion à 6 h du mat, machin. Et, euh, et en fait, dans le taxi, tu vois, sur l'autoroute, je me rends compte que, enfin, je sais pas, il était peut-être un peu plus tard, enfin, avec Loïc, on parle et on se rend compte qu'on a des gros problèmes RH, que la vision est pas claire, qu'on en a un qui a commencé à bosser sur un truc, mais que l'autre, c'est l'inverse et machin. Et là, je me dis, non, mais Marjo, tu peux pas décemment aller donner ta conf, en plus sur un sujet, tu vois, d'équipe, culture, machin, alors que là, il y a l'huile sur enfin, il y a le feu, quoi. Et en fait, tu vois, peut-être que ça aurait été un sujet différent. Je me serais dit, non, non, mais c'est bon pour la boîte, vas-y, ça va faire avancer les choses, ça va faire. Mais là, c'était le même sujet. Je me dis, si toi, tu as des problèmes en interne, en RH, et qu'en plus, tu dois aller faire la maline et raconter tu peux le voir comme ça, je grossis le trait. Même. Et du coup, Ouais, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. j'ai Le dit, classique. tu sais, comme dans les films, j'ai dit, on fait demi-tour. Le mec qui était là, genre, mais vous avez pas un avion, machin. Non, non, non. Et du coup, j'ai envoyé un message en disant je peux pas, je suis désolée, je peux pas venir. C'était avec Roxane Barza, que j'adore. Et j'ai dû lui envoyer un mail en disant salut Roxane, je suis désolée. Directrice En de fait, je Station F. peux pas venir. Non, non, non. Ok, bon, bah, désolée. Et vraiment, Ce enfin, moment, il est horrible. Parce que tu horrible. sais, en fait, que Ouais, tu vas te décevoir, que ça se fait pas, en ouais, fait. ouais, 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 c'est ça. Ça se fait pas, mais en fait, tu dis c'est pire de le faire. C'est pas honnête. Mais en fait, dans les deux cas, Ouais, dans le t'es cas, pas. tu perds. T'as perdu. T'as perdu. Mais ouais, c'est en fait, tu perds un peu pied et. Comment tu gérais ça? Est-ce que c'était l'adrénaline, oui? Est-ce que c'était du pur kiff? Ou, tu vois, d'être devant 5 000 personnes au F8 Ouais. et surtout d'enchaîner ces tournées-là, comment tu te prépares à ça? T'es dans quel état d'esprit? Voilà, s'il faut le faire. Et pour ceux qui nous écoutent, même pour moi, Ouais. si tu me dis, bah vas-y, je dois gérer une tournée de 15 confs là, cette année, comment tu te prépares mentalement? En fait, tu vis. Je pense que. Je pense que c'est un peu humain et que c'est dans plein de situations, mais tu as une capacité aussi à te fragmenter et tu peux vivre plusieurs choses en même temps, ou alors tu peux vivre de plusieurs façons la même chose. Donc, en fait, tu peux être à la fois très excité, très enthousiaste, et ça te donne vachement d'énergie, et en même temps, mentalement épuisé, tu peux être à la fois super. Tu vois, te dire, ok, je sais qui je suis, je sais pourquoi je me lève le matin, je sais quelle est mon intention, je sais ce que je fais, et en même temps te dire, mais en fait, aucune idée. Et tu Euh, fais comment quand ça et tu t'arrive vois, le tu vis matin les d'une deux. conf? Parce qu'il y a aussi ça. Si ça t'arrive le soir, c'est un peu moins relou. Ouais, bah, à part quelques moments où vraiment je me sentais complètement scindée en 2, 3, 10 et c'était dur et il fallait se faire un peu violence et se dire ok, on y va et ça En va le fait, se faire. faire violence, c'est Ah, juste se mettre les œillères ouais, c'est et tout les droit, œillères, quoi. Enfin, exactement. Voilà. À part ça, en fait, souvent, c'est quand même plutôt bien fait parce que le moment où tu dois être on, t'es on. Et t'es content, et c'est quand même super plaisant. Tu rencontres plein de gens, t'es amené à réfléchir, à te projeter. Enfin, c'est t'as quand même une rencontré Marc? chance. Zuck? J'ai rencontré Sheryl Sandberg, avec qui on s'est très bien entendu, qui m'a envoyé un mail de follow-up. J'étais là, genre, mais comment ça, c'est Sheryl Sandberg qui m'envoie un mail de follow-up et pas moi Mince. Non, Zuckerberg, je l'ai vu à 5 mètres à donner sa conf, mais non. Mais tu vois, par exemple, quand j'étais au F8, j'étais aussi, tu vois, genre, bah, je recevais aussi en même moment des messages perso cool. Et j'étais vachement plus contente de recevoir ces messages perso que d'être face à Zuckerberg, quoi. Donc, il y a un peu, genre... Et pourtant, ce que les gens se disent, c'est « Waouh, elle est au F8, elle est à côté de Zuckerberg, elle va donner une conf, machin. » Et en fait, toi, t'es là, genre « Ah, il y a telle personne qui me propose un déj, trop cool. » En fait, tu vois, les choses simples et genre, tu sais, ah, je suis fatiguée, ah, je suis contente, ah, enfin, t'as quand même ces plusieurs niveaux tout le temps. Il n'y a jamais un moment où tu as une espèce de être céleste qui a plus d'émotions, enfin, tu vois, qui vit que dans le. Exactement, mais c'est ce qu'on peut, c'est Tu ce qu'on vois, peut croire quand tu vois les enfin, gens. Et moi, quand je te voyais encore enchaîner, mais enfin, genre là, c'est ouais, que c'est ça, je flotte, je tu fais mon flottes et truc. tu fais ton truc, mais en fait, pas du tout.
T'as quand même un corps qui est là. Comment tu te prépares? Comment tu te préparais d'ailleurs? C'est genre pour une conf devant là, 3-4 000 personnes, FH, je sais pas c'est combien d'ailleurs, c'est peut-être même plus. Je sais pas. Ouais, Sans ouais. compter le live Ouais. évidemment. Comment tu sais combien de temps de préparation? Comment tu te prépares? Est-ce que tu as des coachs? Ouais. J'avais un coach, un mec qui était avec moi à HEC, Benjamin qui m'aidait sur le côté. Justement, j'avais envie d'incarner ce côté CEO et passer de l'entrepreneur ou de l'entrepreneur en herbe à OK, j'ai une boîte à gérer que j'ai envie de faire grandir. Et encore, tu vois, est-ce que c'était vraiment ça la problématique que j'avais? Même moi, tu vois, je vais le voir en tant que coach et je lui dis c'est ça mon problème. Et je suis sûre que lui, il a assez décortiqué et écouté pour comprendre que c'était peut-être pas vraiment ça mon problème, mais c'était plutôt quel est le genre de leadership que je veux avoir ou quel est le sens de où est-ce que je veux emmener mon entreprise. Enfin, tu vois, moi je suis venue avec un problème, mais C'est un coach heureusement, business un peu des deux. ou un coach, comme on appelle, de présentation, de talk, de... Non, plutôt business. Ouais. En Ok. fait, mais j'ai eu la chance d'être coachée, entre autres, quand j'ai fait un TEDx. J'ai fait un TEDx au Grand Rex et en fait, TEDx Paris, la boîte Brightness qui gère TEDx, sont des super coachs. Vraiment. Et donc, toutes les semaines, pendant 2 mois, ils t'aident à affiner ton discours et ils t'aident à le présenter, etc. Et tu vois, moi, je pensais, oh, ça va, j'en ai déjà donné 100 des confs. Et en fait, non. C'est genre, non, attends, prends pas J'adore tes comment tu dis notes. ça, j'en ai déjà donné 100. Non, mais peut-être pas 100, mais tu vois, Ouais, genre, t'as l'impression que t'en as fait ouais. plein et que c'est bon. Et en fait, non, ils sont là, non, à la même enseigne. Tu vas venir toutes les semaines dans les bureaux et on va te. C'est quoi les 2-3 trucs qui t'ont le plus marqué justement quand ils t'ont donné des conseils? Tu Euh, retiens? c'est. Je sais plus si c'était de leur part ou d'autres, mais en tout cas, il y avait ce côté. Alors, ouais, peut-être le grand conseil, c'est quand tu fais un talk, une conférence, en fait, le langage verbal et même ce que tu dis, c'est 7% de ce que les gens vont retenir. Les gens, ils vont retenir comment tu dis les choses, comment tu les dis physiquement au-delà de verbalement. Et en fait, même si c'est un discours que tu prononces, il y a 50% qui est chez toi et 50% qui est dans la réception. Donc en fait, toi, tu peux en jouer et te dire je vais interagir avec l'audience, mais même si tu fais pas ça, tout le monde ne va pas ne va pas recevoir ce que tu racontes de la même façon, en fonction de s'ils sont fatigués, s'ils sont au fond de la pièce, s'il y a la lumière, s'il y a machin, si ils se lient avec ce que tu dis, s'ils se projettent, s'ils ont envie de bien t'aimer, de pas t'aimer, si t'es, tu vois, par exemple, concrètement, on dit par exemple, quand tu vas donner une conf, il faut être habillé un tout petit peu mieux que les gens de l'audience, parce que si tu es vraiment trop bien habillé par rapport à eux ou trop différemment, ils te mettent complètement, enfin, ils n'arrivent pas à se connecter à toi. Si tu es moins bien habillé ou comme eux, du coup, tu es moins légitime. Ils vont moins se dire, ah ok, je vais l'écouter, etc. Et donc, tu leur donnes moins le sentiment que tu mérites, en fait, de leur prendre une demi-heure, 1 heure et demie. Donc, en fait, il y a ce côté, c'est juste un peu au-dessus. Les gens, on m'a dit aussi, les gens n'écoutent que quelqu'un qui est légitime. Et donc, par exemple, moi, au début, je trouvais ça... J'avais pas envie qu'on présente à Sciences Po, à machin, à Forbes, à TEDx, nanana. J'étais là, genre, ça me met mal à l'aise. Toujours un peu ce truc de l'imposteur, est-ce que je peux pas juste commencer à parler? Et en fait, un jour, quelqu'un m'a dit, on n'écoute que quelqu'un qui est légitime. Donc, idéalement, c'est pas toi qui te présentes, parce que oui, ça peut être un peu, tu vois, un peu présomptueux, un peu pompeux de raconter son palmarès, machin. Donc, t'as pas envie de le faire, mais il faut que quelqu'un le fasse avant. Et au début, moi, ça me gênait quand que quelqu'un le fasse avant. Et maintenant, je me disais, c'est un service que je me rends et que je rends à l'audience, c'est de dire, voilà, je remets... Exactement, on va m'écouter, c'est une cartouche dans le barillet, il faut la tirer parce parce que que sinon sinon, je perds en tu fait perds tout le et en fait, travail. Je perds voilà, 30-40% du exactement, travail que j'ai fait que avant. j'ai fait. Et du coup, les gens vont pas t'écouter, ils vont perdre leur temps, etc. Donc, en fait, je me suis dit, c'est entre guillemets un mal nécessaire. Et un des meilleurs conseils aussi qu'on m'ait donné, c'est... voilà, c'est vraiment d'interagir avec l'audience et même dès le début. Et si dès le début, tu leur fais comprendre, et je pense qu'en fait, en le disant, en réfléchissant, je me dis, c'est exactement la même chose que quand tu montes une boîte, c'est tu pars du problème des gens. Et donc, quand tu commences une conf, si tu commences en disant, voilà, moi, ma vie, c'est ça, ma boîte, c'est ça, machin. Bon. Si tu commences en disant, il y a 3 ans, j'étais à votre place, ou il y a 3 ans, je me suis posé telle question, et je me suis complètement plantée, ou j'ai eu une idée. Ou Je te vois déjà dans le TEDx. La vie, aujourd'hui, c'est très trop chiant. Mais non, mais en fait, il y a ce côté, si tu montres aux gens que ce que tu as en commun avec eux, et que tu as fait aussi l'effort de les comprendre, et qu'en fait, s'ils t'écoutent, et s'ils te donnent leur temps, parce que leur attention, c'est ce qu'ils ont de plus précieux, c'est le seul truc qu'ils pourront pas racheter. C'est un truc qu'ils pourront pas racheter, c'est s'ils te donnent leur temps, et ben en fait, tu as fait l'effort et tu es intéressé, et en plus, tu es
potentiellement capables, en tout cas une des pistes pour essayer de résoudre un problème, là, tu as leur attention. Et en fait, je me souviens, on m'a donné ce conseil. J'ai souvent une conf où je commençais par une anecdote par rapport, je disais, j'avais donné une conférence à des experts comptables et j'avais commencé avec une slide avec écrit, je sais pas, 380 millions. Et je disais, ce n'est pas le chiffre d'affaires de Jam cette année, mais c'est un chiffre qui est encore plus important pour nous, c'est le nombre de conversations, nanana. Et donc, tu savais ce côté, c'est des experts comptables, ça les faisait marrer que je parle de chiffres, que je parle de CA tout de suite. Donc, il y avait un peu ce côté, on parle le même langage et tout. Mais ça disait pas comment je résolvais leurs problèmes. C'était une bonne entrée en matière. Mais en fait, j'ai changé ça. Après qu'on m'ait donné ce conseil de tu commences en fait ta discussion, tu commences ton article, tu commences ta boîte, tu commences peu importe, mais par le problème et par le problème commun. J'ai donné une conf à des consultants et j'ai dit, je m'appelle Marjolaine, je suis entrepreneur, mais je vous confie un secret. En fait, j'ai envie d'être consultante. Et en fait, je le suis un peu parce que j'ai commencé à entreprendre et puis petit à petit, je me suis rapprochée de l'entreprise que je détestais au départ. J'ai d'ailleurs fait du conseil, ce que je racontais au départ. J'ai pas aimé le monde de l'entreprise, etc. Mais en fait, en entreprenant, je me suis rapprochée des gens qui travaillaient en entreprise, qui sont devenus mes clients et j'ai petit à petit été à leur côté pour améliorer leur boîte. Parce qu'en fait, les clients, quand tu les aides à améliorer leur com, à améliorer je sais pas quoi, en fait, tu les aides à améliorer leur entreprise. Tu parles avec eux de culture, tu parles de machin. Donc, ce que je fais là, sur scène avec vous, c'est aider les clients à améliorer leur entreprise, à améliorer leur perception, à améliorer leur veille, etc. Et en fait, j'adore. Et donc, je suis revenue au conseil. Et les gens, ils sont ah ouais, mais qu'est-ce que j'ai appris? Que c'était en fait être consultant, c'est pas faire des slides, machin. C'est une entreprise pertinente. Pourquoi pertinente et pas... Je fais pas le discours, mais et en fait les gens sont là. Ah mais. Je t'en rappelle par cœur encore. Mais ouais parce que ça me parle et j'ai vu les gens, ils étaient là. Ok, elle nous parle de notre métier de consultant qui est en pleine transformation. Elle nous prend pas de haut dans le moi je suis entrepreneuse, nanana, tech, machin. Tu m'as pas répondu sur le nombre d'heures de travail. Est-ce que tu as un process de rédaction d'une presse, d'un talk, demain, si on se met à demain, tu dois en refaire une, peu importe sur quel sujet. C'est quoi tes 2-3 étapes clés et tu mets combien de temps à la travailler, à réviser? Je vais faire alors, pas du tout une comparaison. Je vais raconter une anecdote. Je me prends pas pour Picasso, mais je trouve que l'anecdote, elle est vachement bien. Et je pense que tout le monde peut l'adopter dans quoi qu'on fasse, même si c'est récent. Je pense vraiment pas être Picasso de quoi que ce soit. Mais j'adore cette anecdote. C'est Picasso qui un jour est dans un café, dessine sur une serviette un petit truc. Et quand il part, il y a sa voisine de café qui lui dit est-ce que je peux vous l'acheter? Il dit oui, c'est je sais pas, l'équivalent de 60 000 euros. Il dit quoi? Non, mais 60 000 euros pour 10 minutes de dessin? Il dit non, 60 000 euros pour 60 ans. Et je trouve que cette anecdote, elle en dit très très long sur, pour répondre à ta question de combien d'heures je mets dans une présentation, par exemple, une nouvelle présentation. Bien sûr, il va y avoir les heures tangibles, mesurables de ok, je vais avoir, je sais pas, 10 heures incompressibles de faire des recherches, tu vas travailler ma problématique, travailler mon message, créer les slides, leur donner un sens, le design des slides, puis m'approprier le discours et puis le peaufiner, tu vois, les derniers 20% où tu t'es sûr que il y a une vraie trame, que tu connais la slide d'après pour que du coup tu puisses... Ça, c'est, t'as un truc de 10-15 heures. Mais en fait, moi, ce que j'aime, et ce qui est aussi qui fait un peu de pression, mais ce que j'aime dans nos métiers, c'est qu'en fait, tu es tout le temps en train de créer et de construire ta prochaine présentation. Et quand on te dit « Bonjour, est-ce que vous pouvez nous faire un talk sur manager la jeune génération ?» Même la première fois que je l'ai créé, j'ai pas mis 10 heures. J'ai mis 10 ans, en fait, parce que j'ai bossé pour les jeunes, avec des jeunes, que j'ai lu énormément de choses sur le sujet, parce que j'y pense tout le temps, parce que machin. Évidemment. Et en fait, au moment où tu fais ta presse, c'est limite le dernier pourcent. Mais je le dis sans... Enfin, voilà, tu nous avances pas beaucoup pour si on veut faire une presse demain, mais si, parce qu'au contraire, ce que je dis, c'est tu as déjà 99% du travail qui est fait. Donc tu fais ta presse demain. En fait, c'est d'abord, tu prends un moment et tu te dis ok, j'ai envie de raconter quoi? Et je crois que c'est, tu vois, je fais que des petites quotes hyper chiantes, mais genre, c'est Einstein, je crois, qui a dit si on me donnait un problème à résoudre, je passerais si on me donnait 1 heure, je passerais 50 minutes à réfléchir à quelle est la bonne question et 1 minute à y répondre. Et j'ai l'impression que quand on crée, quand on construit, quand on se pose plein de questions, quand on réfléchit, on passe notre temps
à affiner. C'est quoi en fait la question? C'est quoi le concept? c'est quoi le Qu'est-ce que j'ai envie de concept? leur dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire, machin? C'est Qu'est-ce que j'ai quoi en moi? la Et ça, proposition tu de y penses valeur? tout le temps. C'est quoi la C'est promesse? toi en fait. La Voilà. personne qui vient là, qu'est-ce qu'elle a à la fin? C'est quoi la promesse que je lui donne? Et en fait, le moment où tu t'assieds à ta chaise, t'as juste à. Voilà, tu fais un peu de recherche, tu fais machin, mais si tu étais en train de partir de zéro de la feuille blanche, on pourrait proposer à ton voisin, ce serait pareil. Si on t'a demandé à toi, ou si toi, tu as eu l'idée de faire ça, c'est qu'en fait, il y a un truc qui a germé. Donc, ouais. Tu connais la règle des 30 fois aussi? Non. C'est en termes de. Tu fais 30 fois, là c'est vraiment plus de la répétition. Il faut passer 30 fois le temps que de la presse. Donc par exemple, si la presse, on te demande une presse de 1 heure, tu dois mettre 30 heures. Ouais. Donc je pense que tu peux aussi compter quand même Oui. un peu les slides dedans, etc. Mais ça te fait quand même encore 2 tiers à bosser uniquement l'oral, Ouais. uniquement, comme tu dis, ton discours corporel, Ouais. tes gestes, ce que tu vas dire. Mais encore une fois, tu vois, ces 30 heures, c'est les 30 heures de la présentation en elle-même. Mais tu vois, toute l'anecdote qui va te venir sur le moment, alors que tu n'y avais pas du tout pensé, elle vient d'où? Elle vient soit d'une réflexion que tu as mis du temps à construire et que tu n'avais même pas forcément amené tu vois, au niveau conscient, mais elle revient et en fait, tu es tellement sur ton sujet, tu es tellement plongé dedans, c'est tellement ton quotidien que bah, tu vois l'audience et tu te dis, à mon avis, tiens, je reparle de ça, ou tu fais une petite blague ou un truc. Et pourquoi? C'est pas parce que tu as répété devant ton miroir, c'est parce que ça t'habite. En fait, tu es habité, tu incarnes ce que tu viens raconter. C'est aussi, je sais pas, tu sais, parfois les gens, que ce soit des humoristes ou dans une conf, ils vont dire « Ah, ce matin, dans le métro, machin ». Cette capacité à prendre un truc qui s'est passé quelques heures plus tôt, quelques minutes plus tôt, ou dire « Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a demandé en coulisses si… nanana ». Ça, c'est pas la préparation, tu vois, pure et dure. C'est juste que tu es tellement à l'aise, tu es tellement dans ton sujet, c'est tellement un prolongement de toi que, bah, en fait, tu es capable de spontanéité. Et ça, c'est un travail qui longue prend haleine, de longue haleine. évidemment. Exactement. Et comme on disait, moralité, il voilà, faut bosser. Faut bosser et il faut prendre du plaisir parce qu'en fait, si tu prends pas de plaisir et que c'est pas un prolongement de toi-même, un truc qui t'habite, qui te passionne, tu ne pourras jamais… Tu feras tes 30 heures, mais tu feras pas les 1000. Et c'est ça la différence. C'est qu'il y a des gens, être besogneux, c'est faire ses 30 heures et les faire à fond et machin. Être habité par ce qu'on fait, c'est faire les 1000 avec plaisir. Ça va être, c'est que du plaisir, mais c'est que tu es capable de faire ces 1000 parce que tu t'en rends même pas compte. Donc là, on est quoi, en 2015-2016? Ouais. Parce que je vois le temps qui passe et je ne veux pas non plus garer trop longtemps. On est en 2015-2016. Tu revends en 2022. Ouais. 7 ans plus tard. Est-ce qu'il y a une espèce de traversée du désert à un moment donné? Oui, clairement, il y en a eu. Il y a eu des moments où… il y a eu des moments où on ne savait plus trop… Justement, à ce moment, Facebook, etc., c'est quand même le moment où il y a toutes les paillettes. Je ne sais pas si je me rappelle, et tu me dis si je me trompe. Vous n'étiez pas assez proches. Il y avait déjà des histoires, tiens, est-ce qu'ils ne seraient pas intéressés par racheter ou… Pas forcément par racheter, mais en tout cas, ils étaient vraiment intéressés par ce qu'on faisait. Et tu vois, je me retrouvais au Mobile World Congress à Barcelone avec quelqu'un de Facebook qui disait Jam, c'est une des startups les plus excitantes en Europe en ce moment. Et t'es là, genre, waouh, cool. Mais c'était pas sur le registre de on peut vous acquérir. C'est quoi leur intérêt de pousser ça? Parce qu'on construisait sur Facebook. On construisait dans Messenger et on construisait un nouvel usage. Et les gens passaient du temps à discuter avec Jam, etc. Et on créait de la valeur qui était différente de ce qu'on venait chercher d'habitude sur Facebook. Donc, et le côté, quelqu'un qui fait son produit exclusivement sur Facebook, tu vois, on était parmi les premiers à faire ce qui est devenu un chatbot. Au début, tu vois, le côté, tu m'envoies des SMS, puis du message Messenger, c'était même pas un chatbot, quoi. Je parlais aux gens pendant 15 minutes de Jam, et à la fin, ils disaient, mais je comprends pas, j'arrive pas à télécharger l'appli. Je disais, mais j'ai pas parlé d'appli, c'est dans Messenger. Et c'est là, mais comment ça? Et en fait, maintenant, tu vois, c'est plus commun, mais à l'époque… donc oui, bah, pour eux, il y a des créateurs sur… Et c'est voilà, le côté quand tu investis dans un truc un peu nouveau et que tu fais confiance… T'as le droit à la pub. Ouais. Bah, ça, c'est cool. Ça, c'est assez cool. Et finalement, cet usage, on ne sait pas encore s'il va se démocratiser. Chatbot, il s'est démocratisé à un moment donné. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus l'idée de la conversation. Et d'ailleurs, les influenceurs, les créateurs de contenu, les podcasts, etc., c'est de la conversation, que ce soit entre nous, entre les gens qui créent le contenu, mais aussi avec les gens qui écoutent, qui interagissent. C'est ça qui manque, par contre, sur un podcast. Hein. C'est qu'on je ne peux pas interagir avec la communauté. Ils ne peuvent pas m'envoyer, on ne fait pas du live. Mais c'est un peu plus complexe. Mais tu vois, Twitch, par exemple, c'est de la conversation. Voilà. Ça, donc finalement, je pense que… Et encore une fois, peut-être qu'on s'était arrêté au comment, c'était la conversation, et que le chatbot…
bon, nous, c'était un des trucs qui nous a permis de faire ce qu'on avait envie de faire, mais qu'il y en avait plein d'autres, et que c'était pas finalement le chatbot qui était le plus excitant, c'était plutôt de se dire, l'intuition de se dire, grâce à la conversation, on va faire plein de choses chouettes. Et on n'a pas besoin de faire que des applis où on est là derrière nos flux. Comment vous gagnez de l'argent à cette époque-là? Tu lèves, etc. Vous essayez quoi on comme lève, modèle? on fait de l'affiliation et des OPSP avec des boîtes qui veulent recruter des jeunes, par exemple. Des annonceurs, ouais. Ouais. Des annonceurs, même du secteur public qui veulent recruter des jeunes et qui se disent bah, il y a une communauté, Jam peut proposer tiens d'ailleurs il y a ce petit job parce que nous on proposait tiens est-ce que tu veux t'abonner à mon flux de petits jobs si j'en trouve un qui rentre dans tes critères. Donc voilà, on rentrait un job, on le poussait, tu vois, d'un coup à 15 000 personnes. Donc ça avait de la valeur. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur le ne va pas à la piscine, devient nageur ou nageuse. C'était des coups tu vois, c'était le petit coup, tac, tac, tac. Ça nous permettait de tenir un peu plus. Tout le monde était content, on était rassurés, mais c'était pas un business model. Et donc là, on a eu une petite traversée du désert en mode... Combien de temps? Quelques mois, tu vois, je sais pas, 2-3 mois... parfois 6 mois. Enfin, tu vois, on a eu plusieurs moments où juste, faut s'accrocher, quoi. Faut s'accrocher. Mais bizarrement, moi, j'aime pas moins les périodes où il faut s'accrocher. Parce que je trouve que ça te... En fait, ça te... Tu vois, humainement, enfin, physiologiquement, psychologiquement, les paillettes, les confs et machin, c'est un côté cool, mais ça a aussi un côté... t'es là, waouh, mais attends, mais c'est quoi ma vie? Ouais, ça peut être un peu déstabilisant. Et donc, du coup, psychiquement, c'est pas que cool, même si c'est chouette intellectuellement, et tu vois, c'est cool pour l'ego, ou pour. Enfin, ouais, il y a plein de trucs cool, mais en fait, quand tu regardes juste l'humain qui vit ça, la balance, elle peut être parfois bonne, parfois moins bonne. Et une galère, les gens vont te renvoyer une image de waouh, t'es en galère, waouh, ça a traversé du désert, waouh, machin, nan. Ok. Mais en fait, toi, humainement, tu sais pourquoi tu te lèves, quoi. Si t'es entouré des bonnes personnes, si tu dis, tu vois, le côté, je me sors de moi-même et je vais vraiment tout donner pour redresser la barre parce que j'y crois. Alors que oui, c'était facile d'y croire quand on était poussé par la croissance, quand le téléphone il sonnait, les mails, les machins et tout. En fait, c'est même plus toi, donc tu te laisses porter. Donc il y a un côté presque passif. Alors que le moment où tu dois redresser les manches et machin, c'est grisant. Donc aujourd'hui, tu vois, dans tout ce que je fais, et ça c'est un point qui est important pour moi, c'est je passe plus de temps à réfléchir à comment ça me fait ressentir et quel est l'impact que j'ai, plutôt que est-ce que ça marche, est-ce que c'est bien, est-ce que ça a l'air cool, est-ce que ça paraît évident, mais et c'est sûr que j'ai bon dos de dire ça, mais non, c'est pas si évident. L'évidence, ouais, c'est moi, ça n'est qu'évident tout le moment qu'on l'a dit. ouais, mais voilà, en tout cas, moi, c'est aujourd'hui, il y a des choses, des chemins que je pourrais prendre, des projets que je pourrais faire, etc. Je me dis genre, franchement, ça a l'air trop cool et ça se raconte bien et je vois bien pourquoi j'aimerais bien le faire, etc. Et puis, en fait, je sais pas, je me sens pas bien, ou ça, c'est pas, enfin, ouais, bah non, bah je le fais pas. Ou, ok, ça a l'air dur. Ouais, mais c'est un challenge qui me fait du bien, qui me fait vibrer. Même s'il y a moins de paillettes, je crois que j'ai envie de me donner pour faire ça, en fait. Je crois que j'ai envie de prendre 10 jours de plus pour travailler cet article, pour travailler ce truc, parce qu'en fait, je vais me sentir bien et je vais être... Tu as fait cette introspection Ouais. de dire, Ouais. je sais qu'il y a des choses qui m'excitent Mm. du côté de mon dark side et d'autres de l'autre côté. Il faut les connaître, c'est pas grave, il faut l'embrace, comme disait Marianne, Ouais, l'embrasser, c'est pas grave du tout. Mais il faut se rendre compte que ça fait prendre des décisions qu'on n'a pas forcément envie de prendre. Ouais, c'est Est-ce ça. que tu En aimes tout cas, qui beaucoup les sont pas paillettes? forcément évidentes ou de l'extérieur, tu vois. C'est ça. Ouais. Et c'est pas grave de beaucoup aimer les paillettes, mais il Oui, faut mais s'en rendre compte. faut s'en Et rendre puis il faut compte peut-être le faire pour les bonnes pour raisons. les bonnes raisons. Mais en fait, c'est juste que du coup, ton compas, il est plus intérieur que extérieur. Et il n'est pas ah ouais, bah c'est clair que ça a l'air trop cool, c'est un super projet, l'équipe elle a l'air géniale, machin. Genre, ouais, mais en fait, peut-être que là aujourd'hui, j'ai plus envie de faire ce petit projet qui va pas faire de paillettes, qui va pas, mais moi qui va me faire du bien. Tu vois. Et en fait, voilà, arriver à se dire qu'est-ce que je ressens, pourquoi je fais les choses, quel impact je veux avoir et comment je me sens moi,
c'est plus ça aujourd'hui qui me... C'est hyper intéressant parce que finalement, ce qui t'a fait réussir avant, je reprends cette allégorie du dark side parce que ça vient du coach de Michael Jordan et de Kobe Bryant qui s'appelle... qui a écrit Unstoppable, non, qui est Relentless Relentless, et c'est ça. je crois qu'il en a écrit et Je sais plus Winning. si c'est Unstoppable, Winning. ouais. Et Unstoppable, c'est Ouais. peut-être quelqu'un d'autre. En tout cas, Mais- Relentless, c'est ça. Ouais. Et lui, il a cette grande théorie que les vraiment top performers, on parle déjà, pour lui, NBA, c'est pas top performer. Si t'es le numéro 1 de l'NBA, là, tu commences à être top performer. Ce qui les nourrit, ils arrivent en fait à complètement accepter leur dark side. Et c'est parce que ils le comprennent, ils l'acceptent et ils l'aiment, presque, tu vois, ils l'embrassent, qu'ils arrivent à avoir ce niveau d'excellence. Et d'un côté, tu peux te dire c'est complètement délirant parce qu'en fait, tu vas droit dans le mur. Si tu fais que ça, tu peux faire des choses pas très cool déjà. Et puis on peut penser, il parlait de Tiger Woods par exemple, où en fait, d'embracer ton dark side, c'est cool, ça te permet d'être très très bon en termes de capacité. Il a appris son swing, il a tout désappris, et donc il était déjà dans les 5 premiers. Tiger Woods, on lui a dit en fait, ton swing, si tu veux être le premier, il faut tout désapprendre. Et il y a un mec qui lui dit ça. Il faut quand même y croire au mec qui te dit va falloir que tu vas tout désapprendre, tu vas dégringoler, mais tu reviendras premier. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qui s'est passé. Il a dégringolé pendant des mois et des mois, donc traversé le désert. Il est devenu numéro 1, il n'est jamais sorti numéro 1. Mais pour balancer ce truc-là, il avait aussi, je ne sais plus combien de dizaines de femmes et de familles à travers le monde. Ouais. Et tu vois, lui, il ne dit pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Il dit juste pour performer à ce niveau-là, il faut aller dans son dark side et pas en avoir peur. Parce qu'en fait, la plupart des gens en ont juste peur. Ouais. Il faut y aller. Une fois que tu y es, tu regardes ce qui se passe et après tu grandis dans tous les cas. Et non, je vais faire le lien avec ce que tu me racontes, c'est que finalement c'était peut-être un peu un côté ton dark side. T'es allé dedans, tu t'es dit mais attends, et encore une fois, je parle j'aime pas trop ce mot dark side. Tu me regardes genre mon dark side. Mais non mais c'est vrai. Tu vois ce côté clairement. Ça m'attire. Tu vois, il y a quand même des paillettes, il y a ce truc-là. Encore une fois, aucun jugement. Je pense que c'est ce qui nourrit énormément quand même. Et ce qui te fait progresser et comprendre aussi, tu vois aussi. Puis surtout la capacité. S'il n'y a pas ça, il y a quoi? Parce que c'est tellement dur. Là, quand on parle, on s'en rend pas compte, c'est tellement dur. 10 ans d'entrepreneuriat, à tous les jours, essayer de te remettre en question, à pas comprendre ça va fonctionner, à relever, à joindre les deux bouts, à faire comprendre à l'équipe, non, en fait, on fait ça parce qu'on dit que c'est sympa comme ça, les petits pivots et transiter de promesse en promesse. Mais quand l'équipe, ça fait 10 fois que tu leur dis un truc qui change en 4 ans, ils disent, mais en fait, est-ce qu'elle n'est pas en train de mentir? Est-ce qu'elle comprend vraiment ce qu'elle fait? Est-ce que... Et ça, le seul moyen de continuer, c'est justement d'être quand même dans son dark side, mais j'y vais, je sais que c'est ça que je veux. Et on va arriver du coup là à la fin de l'entreprise où finalement tu as construit tout ça grâce, on va dire, à peut-être pas que des bonnes raisons, mais c'était des raisons. C'était les bonnes raisons de l'époque, exactement. Tu arrives à revendre, exceptionnel. Et puis maintenant, tu passes à une autre étape. Exactement. Et tu vois, c'est important aussi pour moi de préciser, la revente, c'est pas un truc où j'ai fait des millions et machin. T'as vendu combien? On ne donne pas le prix. Et souvent, quand tu donnes pas le prix, c'est que c'est pas mirobolant. Mais parce que c'était pas... en fait, je le dis vraiment sans moi, j'ai vu 7 chiffres dans la presse. Non, je dis c'est pas 7 chiffres. C'est pas 7 chiffres. D'accord. Et en fait, c'est important pour moi de dire que j'avais vraiment envie aussi de passer à autre chose. Et je me suis battue et ça a mis 2 ans quand même de revendre. Entre le moment où on a eu l'idée, on a eu un peu des marques d'intérêt, on a eu une première offre qui est tombée à l'eau, puis une deuxième offre, puis machin. Enfin, c'était un processus émotionnellement très long. Ouais, tu vois, je disais tout à l'heure, je suis allée chez l'ostéo. Il m'a dit, mais en fait, il vous est arrivé quoi? Parce que... et c'est pas un stress des dernières semaines. Les dernières semaines, ça va. C'est des mois, en fait, tu tiens la barque pour tout le monde. Même si tu es soutenu par tes salariés, etc., c'est pas le même rôle que toi, et c'est normal. Et donc, du coup, il y a eu ce côté... OK, pendant 2 ans, on a fait le sprint final, et c'est long, 2 ans de sprint. Et puis, mais ça n'existe pas. Non, mais c'est... T'as quand même une résilience de malade. Ouais, je sais pas. Je pense que tu vois, c'est ce côté, je veux fermer des portes et qu'elles se rouvrent pas derrière, quoi. Et c'est pour ça que maintenant, je me dis, attends, mais c'est bien d'être résilient, mais c'est fatigant, en fait. Et tu vois, j'ai des médecins qui m'ont dit... c'était quoi, mais je crois que je suis un peu faible, machin. Ils m'ont dit non, mais en fait, c'est pas maintenant que vous êtes en burn-out. C'est en fait, beaucoup auraient lâché en fait, ça fait longtemps qu'il fallait que vous arrêtiez là. Je sais pas comment c'est possible. C'est juste, je sais même pas quoi vous dire en fait. Est-ce que c'est pas, tu sais, quand il y a trop de résilience,
ça devient pas un défaut parce que Bah, n'importe qui aurait lâché avant. Et ça, Après, je suis contente de ne pas l'avoir fait, tu vois. Mais là, on arrive dans le vif du sujet, c'est de ouais. dire, voilà, tu es content de ne pas l'avoir fait, mais en même temps, s'il y avait moins de. Le moment où ça devient le défaut, Ouais. c'est moi, en fait, Ouais. là, tu es en train de te faire mal. Là, tu es en train de te couper un bras sans te rendre compte. Ouais, c'est ça. Là, c'est normal que les autres ne l'auraient pas fait, parce qu'en fait, là, c'est plus de la résilience, c'est n'importe quoi. Mais je pense que c'était important pour moi, si j'arrêtais ou si je changeais complètement, de le faire pour quelque chose. Et j'avais besoin de retrouver aussi ce en quoi je croyais. Et non, il y avait ça. Et il y avait aussi, je pense que pendant longtemps, et ça c'est mon dark side, pour reprendre ton terme, tu vois, je embrace it, genre ok, on va parler de mon dark side. J'avais ce côté, genre, le jour où j'arrête Jam, que ce soit pour un rachat ou parce qu'on se plante, parce que j'en peux plus, il faut que je sois capable de dire non mais derrière j'ai un projet de ouf, tu vois. Parce que sinon cette peur du vide dont tu parlais aussi, genre ok, je suis plus, tu sais, j'étais capable d'appeler le médecin et de dire bonjour Marjolaine de Jam, pardon Marjolaine Grondin, genre j'ai plus aucune limite de leur identité, et en fait un moment où je me suis dit non mais là j'ai Jam et au moins j'ai un truc qui n'est pas, il n'y a pas que moi qui existe, il y a ce prolongement, et tu disais aussi c'est ce côté infini quand tu construis, etc. Il y a ce prolongement de moi-même, et au moins j'ai pas le vide existentiel. Et en fait, à un moment, et donc je pensais que je pouvais pas changer de vie tant que j'avais pas résolu, enfin que j'allais pas remplacer par autre chose de plus grand, de plus fort, etc. De plus moi, de plus tout. Et en fait, à un moment, je me suis dit, non, là tu vas dans le mur si tu penses ça. Il faut que tu acceptes le vide existentiel. Et on est de toute façon à une époque, en tout cas c'est ce que je pense, où il y a plus de questions que de réponses et qu'il faut s'arrêter pour réfléchir. Et en fait, à un moment où du coup, j'ai pas comblé le vide, mais j'ai commencé à avoir des embryons de réflexion qui étaient. Je crois qu'il faut s'arrêter même collectivement. Et le Covid a aussi aidé, plein de gens ont commencé à dire je m'entends penser pour la première fois depuis des années. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit, quoi. Genre, ok, ça s'arrête. Et ça fait. C'est pas du tout que des bons côtés, mais il y a eu un moment où ça a fait du bien aussi pour tout le monde. Tu vois, la pause forcée. Non, voilà. Tu te rappelles quand même, on s'en rend déjà plus compte. Moi, je suis déjà reparti comme en 40. Mais à un moment, t'étais genre, il y a un moment donné, je peux pas aller à plus d'1 kilomètre de chez moi. Et... Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. En quoi ça a du sens ce que je suis en train de faire? Ouais, non, mais pourquoi je fais ce que je fais déjà? Ça s'appelle The Big Quit, je crois, un truc comme ça aux États-Unis, la grande démission. Il y a plein de gens des millions de personnes qui ont démissionné de leur boulot aux États-Unis. Donc, bien sûr, il y a tout le chômage, toutes les faillites, etc. Mais c'est aussi accompagné d'un mouvement sociétal de est-ce qu'on ne s'est pas juste planté en allant dans cette course en avant sans se poser de questions, et toujours plus fort et plus loin et machin, et je pense qu'il y a un moment, ça c'est devenu plus grand que la course en avant. Il y a eu un truc qui a switché à l'intérieur de moi où je me suis dit non, mais en fait là j'ai envie de temps, j'ai envie de réfléchir, j'ai envie de me poser des questions, et tu vas pas te lancer dans autre chose quand tu auras les réponses, parce qu'en fait c'est des questions qui vont prendre très longtemps à répondre et qui vont se répondre que si tu prends déjà un peu de temps de souffler, et si tu refermes. Est-ce que tu penses pas que c'est aussi des moments de vie, où ça fait 10 ans, tu as le droit de souffler quand même. Tu pourras en reprendre 5, que ce serait pas non plus déconnant. Ouais. Et peut-être que tu as besoin de ce moment-là pour justement reconstruire, voir la vie différemment. Mais ce qui n'empêche pas, parce que tu parles souvent là, tu viens de dire le Big Quit, etc. Et ce qui est assez rigolo, c'est comme tous les Parisiens qui décident de partir à la campagne. Ouais. Je parle pas forcément collectif, je dis vraiment en général. Et c'est assez rigolo parce que mon père me dit, alors qu'il n'a jamais vécu ça, le Covid, tout le monde confiné, etc. Tiens, mais tu sais, c'était déjà, à mon époque, c'était déjà un peu la mode. J'allais un peu le dans la mode. Larzac, machin. Ouais. Et il dit, attends un peu, je pense juste que vous êtes tous jeunes, vous manquez de perspective et de temps long. Attends de voir, il y en a combien qui restent et combien reviennent. Ouais. Et donc, ça, je me dis, c'est aussi des moments de vie. C'est pas parce que tu pars que tu as fail si tu reviens, évidemment, non. Mais par contre, ça peut être un moment de vie parce que ça va t'apprendre une nouvelle approche. Et quand tu vas revenir, si au fond de toi, tu es entrepreneur, ça va revenir. C'est ça. Ce sera juste un autre projet avec des valeurs, des compréhensions de toi-même, de la vie que tu as vue. Et ça sera juste complètement autre chose. Mais tu reconstruiras. Voilà. Et on repartira en burn-out. Et c'est la life. Enfin, genre, je pense que c'est aussi ce truc. Mais t'apprends aussi quand même. Tu vois, c'est pas le même cycle. Moi, je trouve que c'est des cercles qui se construisent vers le haut, en tout cas vers une évolution. Et c'est pas un cercle qui se répète tout au long de la vie. C'est très triste, quoi. C'est chouette de se dire, on le fait. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on apprend. On prend des cours, on apprend. Des trucs, on apprend. Et là, après, je trouve que c'est très personnel au niveau du burn-out, mais je parle du burn-out entrepreneurial, pas le reste. En fait, ça me paraît d'un côté presque sain. Alors, normal, je ne vais pas le banaliser, mais normal.
est presque sain. Je veux dire que là, tu vas pas dans la bonne direction, faut s'arrêter. Ou alors, faut peut-être un peu pivoter, ou faut continuer, mais il faut que tu arrives à chaque fois un peu ressortir la tête de l'eau. C'est un peu comme dans un océan. Ouais. Tu nages tout le temps, tu n'as plus de force, mais à un moment donné, tu es obligé de sortir un peu la tête de l'eau Ouais. quand même. Et je suis en train de me perdre dans mes explications. Non, mais si tu restes sur ton île déserte ou sur ton bord de plage tout le temps, au bout d'un moment, tu Ouais. as envie de retourner dans l'eau. Et même si je le prends d'un point de vue beaucoup plus... Parce que quand tu es entrepreneur, à mon sens, c'est pas un travail, tu fais juste un truc qui te passionne, tu es créateur, tu es un artiste, c'est la création, c'est plus fort que toi. Et le burn-out, je pense que ça existe chez toutes les personnes qui créent, qui s'impliquent énormément dans leur création. D'une part, il me paraît vraiment normal, et d'autre part, il existe dans la vie de tout le monde, de monsieur ou madame tout le monde. On se dit pas, tiens, je perds mes parents, ah non, mais tout le monde se fait un burn-out en fait là. On mesure, on parlait de métrique, c'est quoi la métrique du burn-out? Est-ce que, ok, j'arrive pas à dormir, je comprends plus le sens de la vie, et je sais pas quoi. Ah bah, il y a plein de moments dans la vie où ça arrive. Première fois, je sais pas, peut-être t'es une femme, tu viens d'avoir un enfant. Tu viens de perdre, enfin, t'as des moments joyeux, pas joyeux, mais tous les grands événements qui touchent à notre propre vie peuvent nous amener à burn-out ou à autre chose. Une grande transition. Donc pour moi, burn-out, dépression, des moments de grande confiance aussi, on se lance sur un truc. Exactement. C'est un peu la tempête, mais c'est la tempête, il la faut pour comprendre la suite, pour comprendre où est-ce qu'on en est. Je vais m'arrêter sur mon monologue. Mais ouais, juste je pense que là-dessus, sur le burn-out, je trouve qu'il y a plein de... Non, mais c'est complètement délirant. Non, il faut faire attention, évidemment. Encore une fois, je reprends sur le burn-out entrepreneurial, ce qui n'est pas la même chose que le burn-out salarié, parce que là, ça veut dire qu'il faut lâcher un peu la pression. Mais quand c'est toi qui es dans ton truc, il faut y aller. En tout cas, c'est aussi une sonnette d'alarme qu'il faut écouter et se dire, attends, comment je peux rectifier le tir et tout. Là, j'ai peut-être un peu... Exactement. Après, il ne faut pas non plus complètement se cramer, sinon tu t'arrêtes, t'es cramé et tu peux plus. Tu peux plus même continuer ta mission ou ta création. Donc ça, c'est faut faire très attention. Qui peuvent plus regarder un écran. Exactement. Donc là, c'est beaucoup trop loin. Il faut s'arrêter avant. Je sais, mais si je te garde encore, tu vas m'en vouloir. On arrive bientôt à 2 heures. Donc, si tu veux, on va passer à la fin de l'interview. Même si c'était hyper intéressant. J'espère que ça ils ne vont pas m'en vouloir, les auditeurs. Allez, c'est les Rapid Fire Questions. C'est le moment où je te pose quelques questions succinctes de suite. Et le but, c'est d'y répondre le plus succinctement possible. Beaucoup succincte. C'est quoi les 3 livres qui t'ont le plus influencé ou que tu as le plus offert? Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Au tout début, Rework, quand j'ai monté ma boîte de Basecamp. Et Le voyage d'Hector, qui est plutôt un roman sur quelqu'un qui veut être heureux et qui voyage. C'est quoi les 3 podcasts ou chaînes YouTube préférées, tes chaînes YouTube préférées pour apprendre, pour progresser? Alors, j'aime beaucoup Hugo Décrypte, qui est plus pour un public plus jeune, mais qui était mon élève à Sciences Po quand j'ai des cours d'entrepreneuriat. Et donc, du coup, j'ai toujours un petit faible pour ce qu'il fait. J'adore Growth Makers. Et podcast, chaîne, je sais pas, je regarde... je suis de plus en plus sur des sujets plus de spiritualité, de réflexion personnelle, psychologie. Quel genre de chaîne, si tu peux donner c'est pas forcément des chaînes, mais c'est de la méditation, ce genre de choses. Comment tu progresses aujourd'hui? Je lis beaucoup. Je lis vraiment plusieurs livres par semaine en ce moment. Je fais des cours en ligne. J'écoute des podcasts. Dans les podcasts aussi, Les couilles sur la table et Le cœur sur la table. Je crois Le cœur sur la table, c'est mon podcast préféré. J'étais là un peu dans un biais, tu vois, très business et machin, mais en fait, j'écoute plein de podcasts plus perso en fait aujourd'hui. C'est plus ça qui me fait. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que je préfère progresser. Et donc, je progresse en m'inspirant de plein de gens qui ont des choses à raconter et beaucoup de livres, beaucoup d'essais plus de temps. Ta routine préférée pour commencer la journée motivée? Je médite un petit peu et après je prends du mushroom coffee. C'est du café avec des champignons, mais ça n'a pas du tout goût de champignons. C'est pas des champignons hallucinogènes, c'est des champignons adaptogènes ou de fonctionnement et qui font que tu peux boire un café sans être stressé, sans avoir le stress, parce que moi le café ça peut me faire des palpitations. Ah bah je mettrai ça en description d'épisode, ça m'intéresse. C'est trop cool. Four Sigmatic, ça s'appelle la boîte. Sigmatic. Ouais, mushroom coffee. Beaucoup trop de café. J'ai ça. Et de la musique. Et des pompes.
Et une méthode, ou est-ce que tu as un truc quand tu es stressé ou en manque d'inspiration? Respiration. Je travaille de plus en plus parce qu'en fait, c'est le début de tout et c'est On n'a pas du tout parlé, ouais, mais c'est... la respiration. Et d'ailleurs, là, un de mes prochains bouquins qu'on m'a recommandé, c'est un bouquin sur le Hara, H-A-R-A, qui est le centre de gravitation que les Japonais considèrent comme notre centre de gravitation, donc au niveau du ventre. Je ne sais pas exactement où, j'en saurai plus bientôt. Mais en fait, je me rends compte que la respiration, c'est tout. Quand tu as mal, quand tu es stressé, quand tu veux penser, en fait, tu travailles ta respiration et tu te réancres dans le présent. Ça change la vie, quoi. Et j'ai eu des moments des douleurs, des machins, et juste tu te focuses sur ta respiration, ça va mieux. Il y a des moments où tu n'arrives pas à penser, il y a des moments où tu es stressé, il y a des moments où la respiration, c'est la vie. Mais c'est simple à dire, mais c'est vraiment ça. Et même à faire à tout moment, et tu peux le faire un n'importe début où. de conf, tu vois. Ouais, complètement. Un début de conf, tu respires, ça change ta posture, ça change ta diction. Ça ouvre tes cordes vocales, ça ouvre tes cordes vocales. Donc, ouais, ma technique, c'est respirer. Qu'est-ce que tu inviterais sur ce podcast si tu étais à ma place, en face de moi? J'inviterais, par exemple, Adrien Cabot, qui est la personne qui monte le projet Bonne Vie, que j'aide sur ce projet. Pour l'instant, moi, je prends un peu de temps, mais j'accompagne et j'aide et je donne mon temps aussi aux projets qui me plaisent. Et mon coup de cœur, c'est Bonne Vie. Bonne Vie Collective. Bonne Vie Collective, c'est le nom du compte Insta, qui est un projet de lieu à la campagne qui accueille des gens en co-living. Donc, tu as envie de passer une semaine au vert pour bosser au bord d'une rivière à 1 heure de Paris, tu viens, tu prends ta chambre, tu fais la cuisine en collectif, tu as quand même une chef en résidence le midi. Enfin, on a fait une petite formule bien cool et qui vient aussi former des boîtes, qui est un lieu de team building, etc. Et je trouve qu'Adri, il a une super vision. Moi, je le suis parce que avec plaisir. C'est quelqu'un qui... Tu nous mettras en contact. Ouais. Et enfin, une bouteille à la mer, un conseil immuable pour la prochaine génération d'entrepreneurs. Encore une fois, entrepreneurs en termes larges. Je dirais que le but, c'est pas la croissance, le but, c'est pas les paillettes, c'est d'être aligné. C'est d'être aligné avec soi-même et la place qu'on veut avoir dans le monde. Tout comme on dit en psychologie, le but, c'est pas d'être parfait, c'est d'être entier. Et donc, on a effleuré du doigt ces sujets pendant notre conversation, mais c'est se connaître, être intentionnel, savoir pourquoi on fait les choses, pas juger ses côtés. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés, mais en fait, ça veut rien dire parce que c'est au regard de quoi. Et donc, parfois, un dark side, ça donne le fuel, ça donne le momentum pour aller faire quelque chose. Parfois, au contraire, une peur peut donner aussi de l'énergie. Donc c'est ne pas se juger, mais chercher à s'aligner et se dire qu'il n'y a pas un modèle d'entreprise, il n'y a pas un modèle de réussite. Il y a le bon pour soi ou les bons pour soi. Et donc, pour moi, entreprendre, c'est d'abord de l'introspection, passer du temps à réfléchir, s'écouter, savoir avec qui on a envie de le faire et donc savoir si on est bien aligné avec les gens dont on s'entoure. Donc, c'est pas les meilleurs, forcément. C'est pas trouver la meilleure personne, le meilleur ingénieur, le meilleur designer, le meilleur marketeur. C'est trouver celui-là ou celle avec qui on est plus aligné. En termes de valeur. Hein. En termes de valeur. Et ça, en fait, l'alignement, ça se ressent. Ça se ressent mentalement, ça se ressent dans le corps. Mais il faut de l'expérience, c'est comme tout. Ouais, plus on prend des coups, plus on s'aligne. Ouais. Merci beaucoup pour ton temps. Merci Gab. Et puis je te dis à très vite. À très vite. À vous, j'espère que vous avez passé un super moment et que vous avez appris plein de trucs. N'hésitez pas à mettre la note, le commentaire qui va bien, à nous suivre sur les réseaux. Forcément, Gabriel Gouraud sur Instagram, Maker Media et puis bientôt sur TikTok. Ça, j'en dirai plus au prochain épisode. Bonne journée à tous, bonne soirée. Et puis je vous dis à très vite. Ciao.